Moi, ce qui m'avait marqué, et c'est pour ça que je te dis que ça n'a pas été simple, c'était qu'avec ma famille, on allait au Resto du Cœur, tu vois. Eden, euh, un jour, il a fait un interview. Tu te rappelles l'Intersport à l'époque? Mhm. En fait, il a fait une interview là, pour moi, qui lui a collé à la peau. Et là, au moment où ça arrive vers moi, je crois, et là, tu as Fabien qui dit, ouais, c'est bon, allez, on arrête tout ça. C'est bon, tu sais. Et puis finalement, le truc s'arrête. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Et je peux vous dire que celle-là, elle me tient à cœur parce que j'ai attendu un moment avant de le tenir là devant le PC avec moi pendant un petit moment. Donc je suis heureux de le recevoir. On parle d'un grand monsieur de notre Ligue 1, on parle d'un monsieur de l'équipe de France, monsieur maintenant coach, consultant TV pour TF1. Il y a plein de choses, tu as multiples casquettes. Comment tu vas, Rio? Ça va très bien, ça va très bien. Et ça me fait plaisir d'être là aussi. Je suis C'est vrai que j'ai content. pris un peu de temps, mais je suis content d'être là avec toi. Et l'important, c'est qu'on soit ensemble. L'important, c'est qu'on Voilà. soit ensemble. Mais justement, tu as pris du temps parce que tu es un homme occupé. Et on va parler un petit peu de ton actualité parce que je veux savoir un petit peu où tu en es. Parce que qui dit intersaison dit décision, dit potentiel changement. On va prendre étape par étape. La vie du consultant, est-ce qu'elle continue toujours chez TF1? Est-ce qu'il y a du changement? Comment ça se passe pour toi? Écoute, normalement, ça continue chez TF1. Ça continue chez TF1. On était tous contents de la première année. Il y a eu la Coupe du Monde au milieu. Ouais. Je remplaçais Bichente sur les téléfoot parce que lui, bah, il avait besoin un peu d'aller surfer ou d'aller nager avec les dauphins là-bas. Donc, donc, non, non, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir et ça continue encore une année. Ouais. Et chez Super, Free, ça c'est une bonne chose. chez Free aussi, pour les consultants, ben, ça continue aussi sur une année. Mhm. Donc, je suis bien content aussi parce que ça m'a fait aussi retrouver le rapport avec le terrain, avec la Ligue 1, de Ouais. croiser les ex-collègues, les joueurs, les présidents, les directeurs sportifs. Tout ça, c'est bien de voir l'adrénaline, de voir les coachs aussi. De voir les coachs, c'est toujours plaisant de voir tout ça. C'est vrai que c'était sympa parce que c'était un projet un peu atypique ce qu'a proposé Free cette année. Vous vous êtes régalé, on a senti qu'il y avait une bonne alchimie dans l'équipe. Vous êtes vraiment régalé ou c'était une impression d'extérieur? Non, non, franchement, on s'est vraiment régalé. C'est vrai que c'était un nouveau concept. C'est un nouveau concept. Bon, avec le digital, c'est vrai que les gens parfois ne comprenaient pas pourquoi on ne diffusait pas le match. Mais bon, voilà, franchement, la mayonnaise a bien pris. Et franchement, on s'est vraiment régalé. Bon, ça c'est top. Bon, et puis l'autre avenir qui est pas en suspens, mais pour lequel je veux des nouvelles, comment ça se passe en termes de coach? Est-ce que le projet continue? Est-ce qu'il y a du mouvement? Comment ça se passe? Ouais, c'est vrai qu'on a eu une intersaison un peu compliquée du côté des Mhm. Girondins, surtout avec la non-montée en Ligue 1, ça a été un petit peu compliqué. Puis on était beaucoup d'éducateurs en fin de contrat. Et moi, j'ai la chance de pouvoir prolonger, m'inscrire dans le projet en tant qu'entraîneur des U15 et surtout responsable de la préformation. Donc, après le diplôme que j'ai passé l'année dernière, donc le BEFF, là, le formateur, pour moi, Félicitations. c'est dans la continuité, merci. C'est dans la continuité et je suis content de pouvoir continuer avec mon club formateur. C'est un club voilà, comme tu le dis, c'est ton club formateur, c'est un club, je sais, qui te tient vraiment à cœur. Ça a dû être compliqué pour toi de vivre cette fin de saison un petit peu animée. Comment tu as vécu ça, toi? Bah, ça a été compliqué, hein. Franchement, je pense que pour tous au-delà des supporters des Girondins, même les amoureux du ballon qui espèrent voir les Girondins ben, retourner en Ligue 1, là où ils méritent d'être, Hmm. ça a été compliqué. On savait que sur le dernier match, peut-être que la montée, ça allait être très dur, mais on voulait au moins vivre une belle fête. Le stade était plein et malheureusement, bon, ça a été gâché. C'est vrai qu'au bout de 25 minutes comme ça, le match qui s'arrête, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Pour te dire, moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas parti au stade en famille. J'avais emmené ma petite, mon fils. Bon, ma grande n'était pas là, mais voilà, mon épouse, on était partis vraiment en famille et tout pour voir ce dernier match, profiter, essayer de rêver et de vibrer, en tout cas, vivre une belle soirée. Et malheureusement, ça s'est vite terminé. Donc, très, très, très dur parce que tout au long de l'année, ça s'est plutôt bien passé. Hmm. Et là, ben, voilà, malheureusement, on n'a pas su maîtriser. Et on l'a payé, donc maintenant, il faut retenir les erreurs. Bon, ça marche. Bon, on repart pour une nouvelle saison, une nouvelle opportunité pour le club de monter. On va croiser les doigts pour que le club saisisse et que ça se passe bien. Surtout, l'important, c'est que ça se passe bien pour toi. Parce que je t'avoue que je suis pas mal tes réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que tu t'éclates en tant que coach. Ça a l'air de bien se passer avec les gamins. Dans cette émission, j'aime parler de foot. Évidemment, je pense que là, c'est plus à démontrer que la passion du foot, elle est là. Mais j'aime bien savoir qui vous êtes, ce qui vous anime, ce qui vous motive chaque jour. Et quand j'ai préparé cette interview, j'ai vu ton engagement dans une association qui s'appelle les Orphelins de Makala, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors, quand on va voir ton histoire, je pense que l'inspiration, la volonté d'agir sur ce genre de sujet,
et de, comment dire, d'aspect un peu triste de l'humanité, je sais d'où ça vient un petit peu, mais avant qu'on aborde ta vie à toi, dis-moi, à partir de quel moment tu as décidé qu'il fallait que tu joues un rôle? Comment cette idée, elle te vient? À quel moment de ta vie? Ben, je pense que j'étais. En fait, depuis que je suis passé pro, Ouais. j'avais envie de faire quelque chose au pays pour rendre hommage aussi à mon père. Mhm. Voilà, on en parlera, je pense, après si tu as prévu des choses. Mais pour rendre hommage à mon père, j'avais prévu de faire quelque chose à Kinshasa. Ouais. Et c'est vrai que dans un premier temps, j'avais envie de faire une école de foot. Mhm. Et donc, bon, c'était trop tôt quand je débute, hein. C'est pas facile, faut gagner de l'argent, hein. Ouais. Pas de secret, hein. Il faut des fonds pour faire des associations et pour aider. Et après, avec le temps, je pense que j'arrive je pense que je suis à Lille, ouais. Je suis à Lille, après le passage à Villarreal-Court, je retourne à Lille. Et je me dis, en fait, ce serait dommage d'aider que des garçons. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que qui disait foot, c'est vrai que c'était quand même plus dirigé vers les garçons. Aujourd'hui, ça s'est ouvert et tant mieux. Mais je me suis dit que c'était dommage. Donc je me suis dit, pourquoi pas, puisque je voulais aider vraiment tout le monde, Mhm. faire un orphelinat. Et même si c'est pas facile, parce que c'est un des pays les plus pauvres, un des pays les plus pauvres, faire un orphelinat pour essayer au moins d'aider un peu tout le monde, filles, garçons, en tout cas donner une chance à ces enfants-là de Kinshasa et particulièrement au départ de Makala, quartier dont sont originaires mes parents. Ouais. C'était vraiment cette idée-là ce qui m'a animé depuis le début, rendre hommage à mon père à Kinshasa et d'aider les autres. Ouais. Je pense qu'il serait fier. C'est un sacré hommage, en tout cas, que tu lui rends. Moi, justement, on a mis les pieds dedans, donc on va l'aborder. On va aborder ton histoire parce qu'il y a le foot, mais pas que. Il y a aussi une vie avant le foot. Et la tienne, on pourrait faire un film de ton histoire. Elle est incroyable, Rio. Raconte-moi un petit peu. Alors évidemment, maintenant, l'anecdote, tout le monde la connaît, mais j'aime bien l'entendre directement de la bouche des personnes concernées. Ce qui est fou, et je vais le dire, tu es né sur un bateau. C'est surréaliste. Il y a un contexte autour de ça. Est-ce que tu peux, maintenant que j'ai mis la phrase, la punchline d'accroche, est-ce que tu peux me dire un petit peu, m'expliquer comment tout se passe, le contexte qu'il y a autour de ta famille, pourquoi est-ce que ta naissance se passe comme ça? Est-ce que tu peux me raconter un petit peu les détails? C'est à l'époque, donc en 84, il y avait la guerre civile, Ouais. la guerre civile en Angola. Donc moi, je suis 50-50, hein. Et c'est vrai que mon père, il décide de partir avec son épouse, avec ses enfants. Il décide de fuir le pays, tout simplement, de Ouais. fuir la guerre civile d'Angola. Et donc ma maman est enceinte. Et en fait, au bout du bout, quoi, quasiment. Et en fait, on part. Moi, je te raconte ça comme si j'ai vécu le truc, mais c'est Hmm. ce qu'on m'a raconté. En fait, on a fui le pays, donc on est se retrouvé sur des navires bataillants. Et c'est là où donc moi, je suis né tout simplement au large de l'Atlantique, hein. Donc, je suis né sur le bateau. C'est original, mais ça fait partie de moi, de ma vie. Ça m'a toujours suivi, ça me suivra tout le temps. Ouais. Et quelque part, aujourd'hui, j'en suis fier parce que même si par moments, ça a été plus compliqué, même de porter ça, parce qu'il y a eu parfois des moqueries, des trucs comme ça, mais surtout quand on est plus jeune et qu'on ne réalise pas forcément Hmm. ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, je suis fier de mon histoire et fier de ce qu'a accompli ma famille, notamment mon père, parce que son idée première, c'était vraiment de sauver sa femme, ses enfants. Et pour ça, on lui en sera reconnaissant à vie, moi et mes frères. C'est vrai que c'est incroyable les risques qu'il a pris, la décision qu'il prend, elle est Mm. incroyable. Ça inspire. Je suis jeune papa et c'est forcément, on a des étoiles dans les yeux quand on entend ce genre d'histoire. Alors, ok, la naissance se passe comme ça. Tu me dis, ça a été un petit peu, ça a été parfois compliqué à porter. La suite, c'est quoi? Parce que nous, on voit, ok, t'es né sur un bateau dans un contexte de guerre, tu arrives en France. Mais comment ça se passe ensuite? Parce que le fait d'arriver en France, c'est pas tout. On le voit aujourd'hui. Maintenant, on apporte pas mal la lumière sur tout ce qui se passe pour les migrants, pour les ressortissants de la guerre, etc. Comment ça se passe la vie pour un bébé, une jeune famille comme ça qui part à l'aventure dans un autre pays? Bah, ça n'a pas été simple, hein, ça n'a pas été simple. Je sais que, encore une fois, je suis plus dans ce que m'ont répété Bien hein, mes sûr, bien sûr. frères et sœurs, ma mère, parce que bon, moi, j'étais beaucoup trop jeune, hein. Bah, en fait, on est monté à Paris. Ouais. On est monté à Paris, on a eu des assistantes sociales qui nous ont redirigés vers Mont-de-Marsan. Et c'est pour Ok. ça que chaque fois qu'on me demande, je dis, moi, j'ai grandi. C'est vrai on dit que je suis bordelais, mais j'ai grandi d'abord allez, de quelques mois
jusqu'à 5 ans. J'ai grandi à Mont-de-Marsan. Ok, On était là-bas et après, je suis arrivé à Bordeaux à l'âge de 5 ans. d'accord. Et en fait, quand on arrive, et là, j'ai plein de souvenirs parce que j'étais plus jeune et c'est des trucs qui te marquent. On s'est retrouvés dans les HLM. Hmm. C'était à Mérignac. Donc, on était à Mérignac dans un HLM. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de familles issues de l'immigration, hein, tout simplement. Donc, et là aujourd'hui, j'ai encore plus conscience de ça parce que quand tu es petit, tu vis ton truc normal. Donc, tu ne Hmm. te rends pas conscience. Tu es là, tu joues avec tes potes, tu vas à l'école, tu vas au foot, tu manges ce qu'il y a. Enfin, voilà. Mais avec le recul, tu te dis que c'était un truc de fou parce franchement, il y avait, je sais pas combien de nationalités dans la cité. Ça jouait tout le temps au foot. C'était une époque où tu pouvais jouer au foot jusqu'à des fois le soir jusqu'à minuit. Tu attendais que ta mère écrit pour rentrer à la maison. Euh, on se moquait des uns et des autres. L'autre, un de mes meilleurs amis, c'était un Cambodgien. Donc moi, j'imitais sa mère. Lui, il se moquait de ma mère. Enfin, tu vois, voilà, on jouait, mais jusqu'à très tard. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'insouciance. Et c'est pour ça Hmm. qu'aujourd'hui, on retrouve plus trop ça, malheureusement. Ouais. C'est cette insouciance-là. Et surtout, ce qui m'avait marqué, et c'est pour ça que je te dis que ça n'a pas été simple, c'était qu'avec ma famille, on allait au Resto du Cœur, tu vois. On Ouais. allait au Resto du Cœur qui était en bas de la cité. Alors, ça a aidé tout le monde, hein, ça a aidé toute la cité. Je te dis, il y avait beaucoup de familles où il y a des familles nombreuses en plus. Euh, J'avais une famille de Laotiens, ils étaient au moins 12 ou 13. J'avais Wow. une famille de Tunisiens, ils étaient au moins 11. Enfin, nous, on était 12. Enfin, tu vois, c'était vraiment, les familles de Cambodgiens étaient 7 8. Enfin, c'était vraiment que des familles comme ça qu'il y avait dans la cité. Donc, euh, donc voilà, je pense que les Restos du Cœur, ça a été une grande aide pour nous tous. Pour nous tous. Et parfois, on en rigolait entre nous, mais parfois, c'était le ramadan forcé, hein, on disait. C'était le ramadan forcé, hein. Mais c'était. Voilà, enfin, en tout cas, je l'ai bien vécu. Avec ma famille, on l'a bien vécu. Peut-être que nous, on était, comme je te dis, dans l'insouciance, mais on a traversé ça normal, mais je sais que c'était pas facile. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui vivent encore. Et heureusement que les Restos du Cœur sont là et d'autres Ouais. associations sont pour aider. Mais ma famille est passée par là. Ouais. En parlant d'insouciance, justement, ça va piquer un petit peu, mais j'ai envie de casser un peu cette insouciance-là pour que les gens se rendent compte un petit peu de ce qu'on vit quand on est footballeur. On a tendance à tirer sur les footballeurs en disant vous gagnez de l'argent, la vie elle est facile pour vous, mais tout le monde ne sait pas forcément l'histoire que vous avez vécue et les détails de tout ça. Tu as parlé de ton papa, de rendre hommage à ton papa. Alors évidemment, c'est très intime ça t'appartient, donc j'ai pas envie de. C'est toi qui décidera à quel point tu décides de partager. C'est quoi l'histoire avec. Quelle est l'histoire que tu partages avec ton papa? Quel héritage il te laisse? Et quel souvenir tu en as? Ben, déjà, pour remettre les choses dans leur contexte, en fait, moi, il faut que tu saches que moi, j'ai perdu ma maman biologique à l'âge de 2 ans. Ouais, Et après, mon papa, donc, à l'âge de 13 ans. Et j'ai grandi donc avec sa deuxième épouse, qui est ma mère de cœur, hein, pour dire ça comme ça, enfin ma mère qui est toujours présente. Donc elle m'a toujours accompagné et est toujours là aujourd'hui à Bordeaux aussi. Pour remettre un peu les idées, parce ok, que, parce que c'est vrai que des fois j'entendais que j'étais orphelin, mais pour moi c'était compliqué de l'entendre, sachant que j'ai pas connu ma mère biologique, mais ouais, que ma mère de cœur m'a toujours accompagné. Donc c'était un peu bon, voilà. Et après, par rapport à mon père, pour moi, je pense que si j'en suis là, si j'ai réussi à faire carrière, si j'ai cette passion qui m'anime pour le sport en général et encore plus pour le foot, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui parce que de ce que me racontaient mes frères et tout, même ma mère, j'étais tout le temps avec lui. J'étais tout le temps collé à lui. Et il avait je sais pas comment t'expliquer, chez nous, dans le salon, et voilà, il avait sa place. C'était, voilà, sa place, ouais, c'était le boss. Et moi, j'étais tout le temps à côté. Limite, si je pouvais tenir la jambe, je tenais la jambe, quoi. J'étais tout le temps à côté. Et on regardait tout. On regardait tous les sports. Il m'a fait aimer la Formule 1. Il m'a fait aimer le tennis. Il avait des cassettes de l'Euro 84. Moi, je regardais le foot en folie, des trucs comme ça. Il avait des cassettes comme ça. Moi, je regardais tout. Et je pense que c'est vraiment lui qui m'a mis dans le sport. Et sans me parler de ce que lui avait fait, tu vois. hmm, C'est ça qui était fou. Après, mon papa était atteint de la maladie de Charcot. mhm, Donc, moi, j'ai grandi aussi. Donc, après, bon, il ait plus usage de ses muscles et tout. Et moi, j'étais toujours avec lui et je l'ai aidé pas mal. Je dormais avec lui. Je te dis, j'étais toujours tout le temps collé à lui. Et pour te dire, même quand voilà, l'anecdote que j'ai qui me revient, c'est que des fois, on regardait les matchs, on n'est pas Canal.
te rappelles à l'époque, là, zzzz, Je me rappelle très on bien. mettait et on essayait de regarder le score. Comme on peut dire, le truc qu'il avait du sport. Et moi, j'étais là à côté, je suivais tout, quoi. J'étais tout le temps avec lui. Donc, c'était vraiment fort, tu vois, ce que j'ai vécu. Donc, après, oui, je me dis qu'à 13 ans, j'aurais pu vriller. Et Ouais. je pense que c'est le fait qui m'ait donné cette passion pour le foot, pour le sport, qui a fait que je pense que je me suis accroché aussi à ça après sa disparition. Donc voilà, non, pour moi, c'est tout. C'est plus que c'est un exemple. Après, moi, pour te dire, des fois, ben, quand j'étais à Lille, j'étais souvent à la gare, je croisais des Belges, des gens qui disaient, Ah, Mavouba, bon, ils me connaissaient moi. Putain, ton père, il me parlait tout le temps de lui. Il avait un surnom, c'était le sorcier, parce qu'il mettait des corners directs. Enfin, tu vois, à chaque fois, on me parle tout le temps de lui, mais comme. Et puis, beaucoup de gens qui me disaient, Putain, je savais ce que ton père a fait pour moi. Tu vois, c'était. Ok. Ouais, c'était. Voilà l'image que j'ai, puis surtout ce qu'il a fait pour nous, ses propres enfants. Mais Ouais. d'entendre ça même de l'extérieur, c'était un grand joueur. Toutes ces choses que j'entends, voilà, vraiment un exemple pour moi. Waouh. C'est dur de rebondir après ça. C'est dur de rebondir après ça. Ok. Quand j'entends ton histoire, et pourtant, je te jure, quand j'ai préparé cette interview, je savais dans quelle histoire je m'aventurais. J'étais entre guillemets préparé, et quand je t'entends le raconter, ça me bouscule. Excuse-moi. Euh, quand on, quand on connaît tout ça, si jeune, on a l'impression que tu as vécu presque 3 vies en une, à 13 ans. Déjà d'une, comment tes parents arrivent à subvenir à tes besoins quand je vois ta passion pour le foot, quand je vois la taille de la famille, quand je vois les conditions, tu m'as parlé des restos du cœur, au niveau social, c'est compliqué. Comment on arrive à faire de la place pour le foot, que ce soit en tant que parent et même toi en tant que gamin? J'ai eu, en fait, je sais même pas comment dire. Si c'est de la chance. J'ai toujours eu des gens autour de moi qui se sont intéressés peut-être aux gamins que j'étais. Euh, Mon père a fait en sorte, il m'emmenait lui en voiture au départ, parce que je jouais dans un petit club là, au transport là en commun des IN, un club de CGFTE. Je jouais dans ce petit club-là et mon père il m'emmenait à l'entraînement de temps en temps. Ouais. Et parfois, comme c'était pas trop à la maison, on pouvait y aller à pied. Et j'avais un copain à moi qui joue aussi, donc on y allait à deux, ou des grands frères qui nous emmenaient. Après, j'ai mon ex-beau-frère, quand j'ai commencé à jouer au Girondin, qu'il a fallu se déplacer un peu plus souvent avec la voiture, qui m'emmenait. J'ai les parents d'un joueur de foot qui joue avec moi, pareil. Anthony Soubervi, d'ailleurs, qui a joué aussi un petit peu en national, qui a fait, je crois, un peu de Ligue 2 aussi, ses parents m'emmenaient. J'avais toujours quelqu'un qui m'emmenait. Après, c'est même les coachs. Les coachs, ben, deux coachs particulièrement, donc Fabrice Duluc, Papou et Patrick Douin, deux personnes avec qui je suis encore en contact et qui sont proches de moi et de ma famille, qui faisaient aussi les déplacements pour pouvoir m'emmener aux entraînements au Girondin quand ça devenait à deux, trois reprises. Et après, pareil, j'ai déménagé après sur la rive droite à Bordeaux, ce qui est vachement plus loin pour l'entraînement. J'avais un Mhm. mec qui habitait à côté de chez moi, du coup, je me rendais chez lui à pied et sa mère nous emmenait à l'entraînement. Tu vois, j'ai toujours eu. Ok. C'est fou que, je sais pas, est-ce que c'est une étoile, je sais pas comment le décrire, mais j'ai toujours eu des gens qui font en sorte qu'ils ont pu m'emmener. C'est vrai que ça aurait pu coincer. Sincèrement, Ouais. ça aurait pu coincer. Il y a eu des fois, j'ai raté des matchs parce que personne ne pouvait m'emmener, hein. Il y a eu des Ok. fois où on devait m'emmener et quand t'es petit, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures hein, tout le week-end. Il y a eu des Mhm. fois aussi où mon père, parce que moi j'étais un petit filou, des fois je rangeais pas ma chambre eh ben, il m'interdisait d'aller à l'entraînement. Voilà, parce qu'il voulait que ça soit carré. Et ben là c'est pareil. Ce que me racontaient mes frères, je pétais les plombs. Je pétais les plombs, mais j'étais dans ma chambre, mais je pouvais rien faire. Mais du coup, que je faisais, ben, je rangeais ma chambre, mais c'était trop tard. L'entraînement était passé. Mais voilà, j'ai toujours eu des gens, en tout cas, qui ont fait en sorte que je puisse vivre, enfin, en tout cas, vivre ma passion quand j'étais plus jeune, Mhm. jusqu'à ce qu'après, je rentre au centre de formation. Et là, ça a été beaucoup plus simple. Bah, justement, enfin, encore une fois, avec un bagage aussi lourd, parce que comme tu le dis, tu l'as dit toi-même, des fois c'est difficile à porter tout ça. Avec un bagage aussi lourd, à quel moment et comment le foot devient plus qu'un simple amusement? Parce que je t'imagine gamin à jouer, c'est aussi une manière c'est une sorte d'exutoire un petit peu, tu sais, si on oublie tout, on est sur un terrain, on s'amuse. Mais à quel moment ça devient plus qu'un objectif? Plus qu'un amusement, pardon, ça devient un objectif. Franchement, tard. Ouais. Tard.
le moment où je me dis, putain, j'ai des chances de passer pro, il vient peut-être vers allez, 16 17 ans, 17 ans, tu vois. Je peux pas faire genre, le mec, des fois j'entends hein, des gens qui disent, moi depuis tout petit, je savais que j'allais être pro ou je voulais faire ça. C'est peut-être que j'en rêvais à l'intérieur, je sais pas. Mais à un moment, même pour te dire, je me disais, et c'est pas un manque d'ambition, mais je me disais, si grâce au foot, j'arrive à avoir un métier, tu vois, ce serait déjà top, quoi. Je me disais, Ouais. le foot peut m'aider à faire ça, je me disais. Mais je pensais pas faire ce que j'ai fait. Je vais être honnête. Et c'est vraiment vers 16 17 ans, il y a eu cette arrivée Mhm. des contrats élites, parce que moi, je te dis, j'ai jamais été surclassé. J'ai toujours joué dans ma catégorie d'âge. Après, vers 15 16 ans, des fois, je montais un petit peu, mais il y avait des joueurs de mon âge qui sont montés beaucoup plus vite que moi. Donc, on ne peut pas dire que j'étais le mec où on disait, bon, lui, c'est sûr qu'il va passer peut-être dans la mentalité. Parce Ouais. que ce que me disent mes coachs, ils me disent que tu as toujours été exemplaire, j'ai toujours été exemplaire, blabla. C'est pour ça qu'ils m'étaient capitaine. Mais vraiment, je te dis, vers ouais, 7 ans, quand j'ai signé mon premier contrat élite, qui venait de sortir en France, où ils te garantissaient d'être 2 ans stagiaire, puis 3 ans pro. Quand j'ai signé ce contrat-là, je me suis dit, bon, ben ça va. Enfin, au moins, j'ai la certitude d'avoir un contrat pro. Ça ne veut pas dire que Ouais. j'ai fait une carrière, mais au moins un contrat pro. Mais c'est vraiment arrivé, sincèrement, sur le tard. Et j'ai même l'impression que j'ai réalisé ce qui se passait pour moi que, que même après mes sélections d'équipe de France, quoi. Même après, hein. Parce C'est que juste, super tard. ouais, ouais, mais vraiment tard, parce que quand j'ai eu mes sélections et tout, en fait, je vivais mon truc à Bordeaux, je jouais en pro, j'ai tapé en Ouais. espoir. Au bout de 8 mois de Ligue 1, je suis appelé en équipe de France A. Tu te retrouves avec les Thierry Henry, Trezeguet, Barthez, enfin, Pires, enfin voilà, des monstres. Mais si tu veux, je vivais le truc normalement, tu vois. Je Hmm. vivais le truc. Par contre, quand j'ai eu l'arrêt de l'équipe de France que je suis revenu, là, j'ai vraiment réalisé, tu vois, quand t'arrêtes vraiment. Mais en fait, c'était une suite pour moi. Ça allait tellement vite que j'étais pas préparé, en tout cas, à vivre ce que j'ai vécu. Je n'étais pas Ouais. préparé à ça. Ouais. Tu sais, moi, quand j'étais gamin, j'étais supporter du Paris Saint-Germain. J'ai grandi avec l'amour du PSG. Et j'avais mon meilleur ami qui est toujours d'ailleurs, c'est dur pour lui en ce moment, mais qui a toujours été fan des Girondins. Toujours. Et quand je me rappelle de moments où tu as émergé, je me rappelle de toi avec, si je dis pas de bêtises, un numéro 33. Ouais. Je me souviens de toi, tu n'avais pas ton nom dans le maillot, je te revois sur Canal et tout. Et il me disait tout le temps, lui, c'est notre pépite, faut qu'on le garde, c'est notre pépite, c'est notre pépite. Et tu paraissais tout petit au milieu de tous ces mecs. Et pourtant, tu étais toujours à t'arracher sur le terrain, peu importe le statut que tu avais, que tu sois le jeune qui sort du centre de formation ou un joueur affirmé plus tard au LOSC. Tu as toujours eu la même énergie, la même envie sur le terrain. Tu voyais, quand tu débarques dans ce monde-là, est-ce que tu vois ta vie se faire à Bordeaux? Tu n'imagines pas encore la portée d'autres clubs français ou l'idée de partir à l'étranger, tout ça. C'est déjà dans ta tête ou c'est lointain encore pour toi? C'est lointain. Franchement, c'est lointain parce que je, pour moi, déjà d'être pro à Bordeaux, pour un Bordelais, c'est déjà un rêve qui se réalisait. Mhm. Et franchement, je pense pas du tout au départ. Je pense pas du tout Ok. à partir où que ce soit. C'est vraiment de rester à Bordeaux. Ok. À Bordeaux, c'est l'aventure, c'est des hauts et des bas en termes de résultats sportifs. Il y a des très bonnes saisons, il y a des très bonnes saisons. Vous finissez, je crois, deuxième en 2005-2006. Deuxième, ouais, Il y ouais. a sixième. C'est assez irrégulier, mais on reste quand même dans la bonne partie du tableau et le bon wagon. Jusqu'à cette Coupe de la Ligue. Je trouve que c'est un moment important, cette Coupe de la Ligue que vous remportez face à l'OL, si je ne dis pas de Ouais, bêtises, face à Lyon, à ouais, 0. ouais. D'ailleurs, t'en parles super bien. Allez voir, les gars, l'interview, elle est incroyable. L'interview avec Zach, la façon dont tu reviens sur ton histoire, elle est folle. Euh, je ne vais pas revenir en détail sur comment tu vis cette finale. Je veux plus avoir ta lecture sur ce que ça représente sur ta carrière. Est-ce que tu as l'impression que c'est un tournant important? Est-ce que c'est un moment où tu sens que la boucle est bouclée, entre guillemets, avec les Girondins ou pas? Parce que on sent que tu deviens un peu trop grand, ton potentiel devient trop grand par rapport à ce qu'est le club à ce moment-là et ce qu'il peut t'offrir. Est-ce que toi, c'est la lecture que tu as à ce moment-là? Mais en fait, à ce moment-là, déjà, gagner un club, gagner un trophée pardon, avec ton club formateur, c'est juste exceptionnel. Mais c'est pas tant ça qui me fait cette bascule-là.
Moi, c'est plus mes rapports avec Ricardo à l'époque. Ok, d'accord. C'est plus mes rapports avec Ricardo où je sentais pas forcément une confiance absolue du coach. Ouais. Sur certains gros matchs, j'avais été sur le banc. J'avais le sentiment aussi que ben, le fait que j'étais un peu plus discuté à Bordeaux, ben, ça m'empêchait parfois de poursuivre en sélection. Hmm. Voilà, j'ai pas eu la meilleure des relations avec lui quand il était coach à Bordeaux, même Ouais. si on avait ce trophée. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, et que je vois surtout pas comment dire, le président trio. En fait, moi je vis le truc comme ça. Je suis un peu bon, ben, des joueurs du club, issus de la formation, etc. Ça Ouais. se passe plutôt bien. Avant l'arrivée de Ricardo. Ricardo arrive, ça continue à bien se passer, mais voilà, je sens qu'il me titille énormément. Et je vois que le président, ben, il ne réagit pas. En fait, j'ai eu cette lecture-là, je me suis dit, ben, en fait, c'est bon. À un moment donné, en plus, il y a eu cette victoire de Coupe de la Ligue, je me suis dit, c'est bon, en fin de saison, il faut que j'aille voir ailleurs. Parce que Hmm. ça se passe. J'avais été déçu un peu de cette attitude-là. Et je me suis dit, bon, mais tu as déjà gagné un truc, c'est peut-être le moment. Ouais. Voilà, je me suis dit, c'est peut-être le moment. Et il faut savoir que Ricardo, je l'ai recroisé, quand ben, j'étais consultant pour RMC, pour te dire. Il y a un match en Europa League. Il vient de jouer au Slavia de Prague, des Girondins. Ouais. Je le recroise. Et tu vois, j'avais tout ce sentiment où je lui en voulais. Mais quand je le recroise, en fait, avec plus d'expérience, avec du recul, avec la vie qui est passée, je me suis dit, ben, en fait, peut-être que lui, il a agi comme ça pour me titiller, pour pas que je m'endorme sur mes lauriers du petit Bordelais. Euh, et puis après, il y a des choses de la vie aussi, hein. Il a traversé des épreuves Ouais. lui aussi. Donc, tu vois, j'étais content de le revoir, tu vois. Et Hmm. pourtant, je peux dire que je peux dire que je l'avais là, hein. Je l'avais là et j'étais content de le revoir, tu vois. C'est même Ouais. pas faire une hypocrisie parce que je le revois, je suis content. Non, vraiment, ça m'a fait. J'étais content de le revoir et voilà, je me suis dit peut-être avec le recul, je me suis dit peut-être que moi, j'ai été bête de le prendre comme ça. Mais ça, je ne sais pas. En tout cas, j'étais jeune et je l'ai pris comme ça. Et à ce moment-là, je l'en voulais, mais voilà, c'est passé. Mais c'est vrai que la Coupe de la Ligue, le fait de l'avoir gagné, Ouais. tu dis, bon voilà, c'est peut-être le moment de partir. Il n'y a pas d'échange du tout entre vous à ce moment-là, parce que tu dis que tu es un peu déçu du manque de réaction d'au-dessus, mais lui, il ne te dit rien, Ricardo, sur ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut que tu changes ou quoi? Non, 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 il me dit trop rien. Franchement, il parlait pas non plus énormément avec les joueurs. Puis moi aussi, peut-être que à cette époque-là, peut-être que je me braquais, je cherchais pas d'explication, hein. Ouais. Ouais. Voilà, mais moi, j'ai jamais été du genre à aller toquer dans le bureau d'un entraîneur, Hmm. pour savoir le pourquoi du comment. Ça me ressemble pas. Donc, non, non, je suis rendu pas aller le voir. Bon, en France, à ce moment-là, même si la dernière saison, notamment sur Ricardo, elle est moins linéaire que les autres, tu as une grosse cote, tu es un jeune joueur très apprécié, avec un gros potentiel à développer, et tu es sur le marché. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités qui s'offrent à toi que Villarreal, déjà? Et comment se prend la décision de Villarreal? Parce que, comme tu dis, Girondin depuis toujours, quasiment. Euh, toutes tes influences, tu les as vues à travers ce club-là. Donc, tu peux quitter les Girondins, mais il y en a qui font des pas un peu, des sauts un peu moins impressionnants. Toi, tu vas directement à l'étranger. Comment tu prends cette décision-là? Ben, dé- déjà, déjà, à la reprise de cette saison-là, il est arrivé Laurent Blanc et Jean-Luc Gasset Ouais. à Bordeaux. Donc Ricardo était parti. Mais sauf que moi, dans ma tête, je ne savais pas s'il partait, s'il restait Ricardo. J'avais déjà acté et j'avais très envie de partir. Donc j'avais eu des touches avec Brême, je me rappelle, Mhm. Adair à l'époque. Je Le sais pas si... Werder de l'époque, attention, Oui, oui, le costaud. Werder de l'époque, oui. Ouais, on parle d'un Werder très costaud, pas celui d'aujourd'hui. C'est un Werder qui est Oui, c'est vrai. très impressionnant. Et je ne sais plus si j'avais eu un contact avec la Juve à l'époque, à ce moment-là. En tout cas, c'était dans cette période-là, ça se parlait, mais Ok. la Juve a eu des problèmes, etc. Puis finalement, Villarreal, ça s'est fait quand tout ça a un peu capoté ou c'est pas fait. Il y a eu l'opportunité de Villarreal. Et c'est vrai que moi, dans mon idée, c'était de me dire, OK, tu changes de championnat. Bon, l'Espagne, c'est attrayant. Villarreal, ça reste un top club en Espagne. Les gens, des fois, de l'extérieur ne réalisent pas beaucoup, mais voilà, c'est vrai que tu as l'Atlético, le Real, Barça.
On entend plus parler de Séville parce qu'il gagne beaucoup d'Europa League, mais après, c'est Villarreal qui Ouais, est là. ouais, Dans bien sûr. les cinq. Et c'est vrai que dans mon idée, c'était d'être bon à Villarreal pour pouvoir Ok. taper dans les gros clubs. Parce que un an et demi avant, euh, c'est vrai que dans la presse, tu te rappelles l'année où le Real ils prennent Gravesen, Mhm. ils cherchaient Ouais, un milieu de terrain. ah, Et je c'est me vrai que souviens. mon nom on était deux, trois noms comme ça, et mon nom avait été un peu évoqué là-bas, tu vois. Ok. Et d'ailleurs, quand je signe à Villarreal, il y a un des scouts qui me dit, putain, bah, à l'époque où je travaillais pour le Real, on était venu te suivre et tout. Ok. Et moi, ah ouais, donc c'était vrai, en fait, je me suis dit, tu sais, des fois, tu dis la presse, les trucs, et il me dit, ouais, on t'a suivi depuis très longtemps. Et donc, en gros, il me dit, ben, c'est moi, quand en venant à Villarreal, qui est aussi soufflé ton nom. Bref, Ok. sort ça Ok. le scout. Et donc, je me suis dit, ouais, l'Espagne, ça peut être top, tu vois. Donc, Villarreal, Mhm. c'est cette idée-là, en se disant, voilà, je vais aller là, essayer de faire une ou deux bonnes saisons pour après taper dans le Real, faut dire, faut skier dans le Real ou dans le Barça, faut taper Ouais, bien sûr. dans un gros club, Bien quoi. sûr. Bien sûr. Et bon, malheureusement, malheureusement, ça s'est pas fait. Ouais, on Mais, va y venir. mais avant de partir à Villarreal, je me rappellerai toujours ces discussions que j'avais avec Laurent Blanc. Et là, j'étais furieux parce que Laurent Blanc et Gasset, si eux, bon, eux, ils ont essayé de me retenir, tu vois. Ils ont essayé de me retenir, ce qui était plutôt logique à l'époque. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire de Bordeaux, et d'ailleurs, on a vu la suite. Ouais. Mais quand moi, j'étais décidé, Laurent Blanc l'avait compris, que j'ai envie de partir, et qu'après, ça se joue sur des détails, et que le président de Bordeaux, il lâche pas des trucs. Là, j'étais fou. Déjà que j'étais dans la saison, à l'époque trio, ben, j'étais déçu qu'il ne bouge pas quand Ricardo me mettait sur le côté. Après, là, je vois que faire un peu capoter le truc, j'avais. C'était pareil, j'enrageais, quoi. J'étais dans ma chambre, j'étais fou. Laurent Blanc il était venu, il m'a dit calme-toi, t'inquiète pas, ça va se faire, faut laisser le temps au temps. Mais c'est vrai, quand tu es jeune, tu connais pas ces trucs-là. Donc, Non. voilà, on va dire, j'ai pas une bonne gestion des émotions. Bon, Ouais. finalement, ça se fait. Et moi, je suis plutôt content. J'ai eu Robert Pires qui est à Villarreal plusieurs fois au téléphone. J'ai eu, bon, mes agents, ils me disaient que ça se faisait. J'ai eu le directeur sportif, mais j'ai fait le teubé à l'époque. J'ai pas eu le coach. Et là, j'ai fait le con. Ouais. Là, j'ai fait le con, parce au bout de, allez, peut-être un mois, le coach, il me dit, bon, mais voilà, il me prend en entretien. Il me dit, bon, voilà, t'es là, mais en gros, c'est pas moi qui t'ai choisi. C'est la direction qui a fait le choix de te prendre. Mais voilà. Et là, tu te dis, waouh. Et là, encore une fois, ça fait partie du manque d'expérience que j'ai, Ouais. ou et aussi du mauvais entourage, en tout cas des gens qui vont faire le transfert. Parce que ça, pour moi, ça doit être, quand tu es joueur de foot, et je le dis beaucoup maintenant aux jeunes, quand tu es joueur, qui vient un transfert, s'il y a une personne à qui tu dois parler, c'est le coach qui va te recevoir. Ouais. Il faut être sûr que c'est Ouais, celui c'est clair. qui te veuille, hein. C'est clair. C'est clair. Maintenant, nous, on a parlé beaucoup du joueur. Je vais revenir à l'homme parce que, alors, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire parce on l'a dit, tu es né au cours d'une traversée sur un bateau, etc. Mais finalement, c'est la première fois de ta vie que tu quittes la France pour une longue durée. Même si au final, c'est courté, c'est une longue durée. Cet aspect-là, de ce deal, cet aspect-là de ta carrière, sur toi en tant qu'homme, ça joue ou pas? C'est quelque chose qui est chargé émotionnellement ou tu es passé à autre chose par rapport à tout ça? Non, par rapport à tout ça, je suis passé à autre chose. Je D'accord. suis passé à autre chose. Au contraire, pour moi, c'était encore une évolution dans ma vie, en me disant, bon, ben allez, voilà, c'est vrai que tu as vécu jusqu'à 23 ans, 22, 23 ans, tu vas encore découvrir une nouvelle culture, au-delà du foot, hein, encore une fois, mais tu vas découvrir une nouvelle culture, des nouvelles personnes, une nouvelle langue. Ouais. Et t'inquiète pas que arrivé en Espagne, les Espagnols, ils m'ont bien rappelé mon histoire. Moi aussi, et j'avais beaucoup d'articles sur ça Ouais. et beaucoup on va dire des journaux pas forcément liés au football, tu vois. Hmm. Donc Hmm. c'est quelque part aussi, c'était ce facteur-là, je l'ai toujours pris aussi comme donner de l'espoir à d'autres gens qui vivent la même chose que moi. Bien Voilà, sûr. donc, et ça, de pouvoir aussi, que ça traverse aussi les frontières françaises, ça aille jusqu'en en Espagne et tout, je trouvais que ce côté-là, je trouvais que c'était bien aussi, quoi. Tu vois, c'était bien Ouais, aussi. c'est Mais vrai. après, non, ça n'a pas pesé sur moi le fait de quitter la France comme ça n'a pas pesé, parce que je savais que j'allais revenir. Du coup, ouais, tu passes de crack à non désiré dans ton nouveau club. Ça fait quoi ça? Comment tu le vis? Ah, ça fait bizarre, hein, je te dis la vérité, ça fait bizarre. Ça fait bizarre et encore, finalement, je pense que cette fin de Bordeaux, pour moi, déjà, je ne me voyais pas comme un crack, tu vois. Mais cette fin de Bordeaux, justement, elle m'a montré que, voilà, j'étais pas forcément. Moi, je l'ai pris comme.
finalement, ben, tu es là, mais on ne te veut pas forcément tant que ça. Enfin, tu vois, dans ma tête, j'ai réagi comme ça. Et Hmm. finalement, bon, mais vu qu'on me désire plus comme avant, bah, mais je vais partir. Et le fait d'arriver là-bas et de sentir que tu n'es pas le premier choix, bah, tu prends une claque mentalement. Ouais. Tu prends une vraie claque, hein. Et là, il faut être costaud, il faut être costaud. Donc, du coup, moi, j'ai rien lâché. J'ai rien lâché. Je me suis accroché. Je me suis accroché. Voilà, heureusement qu'il y avait les Français. J'avais mon épouse qui m'avait suivi aussi. J'ai ma grande fille qui faisait les allers-retours, qui vivait avec sa maman, qui était restée vivre avec sa maman à Bordeaux. Donc, elle venait me voir aussi. Donc, tout ça, c'était des bouffées d'oxygène. Mes amis venaient me voir aussi de temps en temps. Mais ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été Ouais. simple. Ouais. À pas jouer, parce que moi, je ne comprenais pas trop aussi. Je me disais, attends, ils ont mis un transfert, un contrat de 5 ans. Tu te dis, bon, quand même, c'est qui compte sur toi. Et au final, tu te rends compte que. Après, il y avait des clients, hein. Franchement, Ouais, oui, oui, il y a un gros effectif, hein, attention. il y avait un très bel effectif, mais il n'y a quand même pas eu la considération Ouais. que tu te dis après, avec tout ça. Et moi aussi, c'est vrai que quand j'arrive au départ, je traîne une inflammation, je ne sais pas si c'est une tendinite. Et je traîne un truc comme ça, tu vois. À chaque fois, en fait, j'avais le coach qui me disait tu reprends quand? Donc, du coup, tu essaies de reprendre vite, mais du coup, ça se Hmm. renflammait. Ça a Hmm. traîné pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, et je suis revenu, c'était déjà le dernier match de préparation, tu vois, Ouais. pour le Ok. championnat. Et Ok. donc, du coup, je fais un peu ce dernier match. Puis après, ils vont au championnat, je suis pas dans le groupe. En plus, on va gagner 2-0 le premier match à Valence. Sur un derby, tu vas gagner 2-0 là-bas. Là, tu te dis, là, il faut être conscient que l'équipe ne va pas beaucoup bouger hein, sur les matchs, en tout cas. Et puis en plus, cette année-là, franchement, on fait une saison de fou. Ouais. Une saison de fou. Mais moi, celui, il me fait jouer quand même la Coupe d'Europe. Mhm. Il me fait quand même jouer la Coupe d'Europe. Le coach, c'était Pellegrini à l'époque. Ouais, ouais. Pellegrini. Il me fait jouer la Coupe d'Europe et quelques bouts de championnat. Bon, tu t'accroches quand même à ça, tu vois. Tu t'accroches à ça. Moi, je commence à jouer, je commence à prendre mes marques. Je connaissais même à devenir un bon. Et si on était quatre milieux. Et c'est Ouais. là où je t'explique ça parce qu'on était quatre milieux. Donc, il y avait Marco Senna, il Ouais. y avait Bruno qui est devenu international espagnol par la suite. C'était un joueur sorti chez eux. Il y avait Rosico qui était un peu le capitaine emblématique. Mais bon, il était un peu plus sur la fin. Et donc, moi-même. Et donc, moi, j'étais le numéro 4. Il faut être Ok. clair. Ouais. C'était Marco Senna et Bruno qui jouaient. Bruno, très bon joueur. Franchement. Et Rosico, bon, il était dans la rotation, mais bon, c'était l'ancien, tu vois. Ouais. Et à un moment, les deux sont blessés. Donc, je joue avec Marco Senna. C'était au Ok. mois de décembre, janvier. Je joue les matchs de coupe. Je joue, mais on n'est pas des bons résultats. Mais moi, je commence à être bon. Et même dans la presse, on commence à saluer que j'étais peut-être un des meilleurs à cette période-là. Mais on n'avait pas forcément les résultats. Les deux reviennent de blessure en janvier. Donc, un qui revenait de 2 semaines de blessure, un qui revenait d'un mois et demi. Et là, Mhm. je me retrouve sorti d'effectif, tu vois. Alors que le mec, il revenait de blessure, tu vois. Et là, franchement, là, je dis, bon, je vais aller voir le coach quand même parce que Ouais. je commence à être bon. Les mecs qui reviennent et je suis dégagé. Et là, quand je vais le voir en janvier, il me dit, non, mais de toute façon, tu seras toujours en gros, c'est toujours le numéro 4 Ah, de c'est la incroyable. hiérarchie. Et ouais, ça, c'était au mois de janvier. Et là, quand il me dit ça, je dis, bon, écoute, je suis têtu, je veux me battre, mais là, quand même, après de l'autre un mois et demi et l'autre 15 jours, t'es bon, il te sort quand même, c'est que, vas-y, il n'a pas kiffé ton style et ça peut arriver, tu vois. Ouais. Et donc là, je décide de partir. Et quand je trouve l'accord avec Lille, le coach, il me dit, Pellegrini m'appelle, il me dit, ouais, Rio, est-ce que tu peux pas rester ce week-end? On a un match et tout à Barcelone. Et tu joues ce match et après tu pars. J'ai envie de jouer au Nou Camp, je te dis la Ouais, vérité. tu m'étonnes. Et là, je lui ai dit non. Je lui ai dit non et je suis parti à Lille. Et j'avais un match le mardi qui suivait pour faire mon premier match à Lille, mais je lui ai dit non. Parce que je ne pouvais pas rester. Tu m'as pas calculé pendant les 6 mois. Ouais, Même tu quand j'ai m'étonnes. joué, des mecs sont venus. Et là, maintenant que tu es en galère, tu me dis est-ce que tu veux jouer le match? Je lui ai dit c'est mort. Je dis non. Et je suis parti à Lille et je suis bien content quand je vois la suite d'être parti Mhm. vite pour m'intégrer Mhm. aussi rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités? Parce que, comme je t'ai dit, tu es quand même toujours apprécié. Il n'y a que 6 mois. Dans le foot, 6 mois, ça peut être long. Surtout 6 mois où on ne te voit pas briller tous les week-ends, mais on ne t'oublie pas en France. La preuve, le LOSC est venu rapidement taper à la porte. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités que Lille? Et si c'est le cas, comment tu choisis le LOSC? En fait, il y avait à cette époque-là, je me rappelle, donc mon agent, il me parle de Toulouse et il me parle de Paris. Ouais, Il me parle de Toulouse et de Paris et du LOSC. Mais sauf que quand il me parle de Toulouse, moi, c'est vrai que je tâtonne un petit peu à l'époque. Vas-y, j'étais à Bordeaux, Toulouse, tu vois, c'est pas toujours bon, tu vois. Et quand il parle de Paris, je me dis pourquoi pas. Mais c'est pas le Paris des Qataris, il faut le faire ouais, comprendre ça. non, C'était un autre Paris, hein. ouais.
Et tu te dis pourquoi pas, tu vois, ça reste quand même le club de la capitale et tout. Mais il fallait attendre un petit peu. Et le LOSC, ce qui fait vraiment basculer, c'était pas le stade, hein, parce que le stade, il y avait la piste cyclable et tout. Et quand j'allais avec Bordeaux, je me disais, waouh, ça doit être dur de jouer ici. Mais, et ni le temps, parce qu'à chaque fois que j'allais à Bordeaux, j'ai pas de chance, mais il pleuvait, je jouais toujours en hiver. Ouais. Mais c'est vraiment Claude Puel. Ok. C'est vraiment Claude Puel qui me fait choisir le LOSC. Parce que c'est un des, encore plus à cette époque-là, c'était vraiment un des tout meilleurs entraîneurs français, Ouais. une valeur sûre. Et je me disais, ce mec peut me faire progresser. C'était vraiment ça ma. Et comme j'ai eu cette expérience d'assigner à Villarreal et de Mhm. voir le coach, je me Mhm. suis dit, si je signe dans un club, il faut que j'ai le coach au téléphone. Et Claude Puel, lui, à l'époque, lui, justement, il n'aimait pas ça, parler aux joueurs et tout. Et là, Ouais. il fait l'effort de le faire, de me parler, parce que moi, j'ai dit, si je parle pas avec le coach, c'est mort. Voilà, il faut Ouais. que j'ai le coach au téléphone. Et donc, Claude Puel, lui, il n'était pas dans ça, il fait l'effort. Donc, on se parle et il m'explique clairement ce qu'il veut de moi, ce qu'il veut faire de moi, me mettre en sentinelle. C'est vraiment lui qui me fait basculer dans ce poste de sentinelle. Avant, je jouais souvent à deux et je jouais n'importe où. Et là, vraiment, dans ce poste de sentinelle, et là où tu travailles vraiment ton QI, tu as un peu l'équilibre et tout. Et c'est lui qui me fait un peu, voilà, tu vas être Ok. là, il me dit, avec Jean de Macoun, avec Cabaye, Dumont, enfin voilà. Il me dit vraiment ça. Et là, je me dis, ils étaient, parce qu'à l'époque, on est le LOSC est 16e, un truc comme ça, hein. Ouais. Ça allait pas très bien. Et il me dit, bon, voilà. Et là, je me dis, bon, allez, je vais aller parce que c'est un très bon coach. Et c'est sur 6 mois. Allez, je prends le pari pour d'y aller pour Puel. Ouais. Alors, c'est sur 6 mois. On va en parler parce que c'est 6 mois important. Parce que c'est 6 mois pour toi. C'est 6 mois parce que finalement, Claude Puel il s'en va peu de temps après. Mm. Euh, L'adaptation, il y en a une. Est-ce qu'il y a besoin de repasser par une adaptation quand on revient dans son championnat, même si on ne quitte que 6 mois? C'est quand même un autre club, c'est quand même une autre culture, foot, même si c'est le même pays, c'est une autre culture, une autre approche du foot. Est-ce que tu as besoin d'un temps d'adaptation ou pas? Parce qu'à travers tes stats, ça ne se voit pas du tout. Mm, non. Franchement, non. Franchement, non, parce que tu sais, quand nous, enfin, en tout cas, je trouve qu'un joueur de foot, il a besoin de sentir des choses autour de lui. Il Ouais, a besoin et là, à Lille, je me suis senti vraiment désiré, tu vois. ouais, Je me suis ouais, senti comme si on attendait beaucoup, beaucoup de moi. Et de par mon expérience, même si j'étais un jeune joueur, on attendait beaucoup de mon expérience. J'avais connu les Bleus, j'avais connu ben, l'étranger, Bordeaux, voilà, des bonnes saisons, des titres. Donc forcément, Coach il m'a dit, même si tu es jeune, j'attends vraiment que tu aies un impact sur le groupe. Et même à mon arrivée, j'ai senti le club, Michel Sédou, hmm, voilà, le coach, les joueurs. Et c'était vraiment une recrue. J'étais important pour le club. Ils ont fait ouais, les efforts. Et, et donc, quand tu arrives avec ça, tu te dis, bon, là, voilà, on compte sur toi et tu as vraiment envie de leur rendre, quoi, tu vois, de leur rendre cette hmm, confiance, de leur rendre hmm, tout cet amour qu'on te donne. D'entrée, les supporters, je me rappelle après mon premier match, je te disais, on a joué contre Le Mans, je m'en souviens, on a gagné 3-1. C'est vrai que j'avais fait un. On sentait que j'étais passé par l'Espagne, hein, tu vois. J'avais une petite touche technique, là, on sentait que j'étais passé par l'Espagne. Et c'est vrai que j'ai fait un plutôt bon match. Et tout de suite, le public, on sentait qu'ils avaient, enfin, on avait accroché, quoi. Tout de suite, il y a eu ouais. quelque chose avec le public et moi, il y a une vraie connexion. Donc, il n'y a pas eu de temps d'adaptation. Justement, ça s'est fait très vite. J'étais arrivé peut-être le samedi, enfin, le vendredi, peut-être, et j'avais joué direct le mardi ou le mercredi, tu vois. D'accord. Ok, Donc, voilà. ok, Donc, rapide. ça a été très, très, très vite. Ouais. Bon, je te parle de ces 6 mois parce que comme je l'ai dit, il y a Claude Puel qui s'en va à la fin de ces 6 mois, que toi, c'est une tentative sur 6 mois, mais que finalement, c'est prolongé parce que tout se passe bien. Euh, la vie sous Claude Puel au LOSC, c'est quoi? Je te demande parce que j'ai envie de savoir comment derrière Rudy Garcia a changé les choses, a peaufiné la superbe ossature qu'avait mis en place Claude Puel au club. Mais justement, la vie avant que Rudy Garcia arrive et sous le travail de Claude Puel, c'est quoi? Franchement, moi, je vais être honnête avec toi, j'ai été surpris. J'ai Ah été ouais? surpris par l'homme. Ouais. Ok. Parce que j'avais cette image que peut-être que lui a cultivé, je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais on sent déjà que c'est un homme rigoureux, Mhm. qui lâche rien. Ça, je pense qu'on le voit sur son visage et sur même son body language, comme on dit, on sent que c'est, voilà. Mais moi, j'ai découvert surtout un homme qui était blagueur, qui rigolait beaucoup. Ok. Euh, ouais, moi, c'est ça qui m'a surpris. Alors après, sur mes 6 mois, et donc sur ces 6 derniers mois à lui, on a beaucoup eu de résultats. Ouais. Tu vois, on était 16e, on a fini 6 ou 7e, tu vois. Mhm. Donc c'était plutôt positif tout ce qu'on a vécu. Donc je me suis dit, est-ce que c'est le fait qu'il y ait des bons résultats qui a créé une bonne atmosphère? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai découvert cet homme-là.
et vraiment un gros chambreur souriant, charmant, tu vois. Et c'était ça, je ne l'avais pas de l'extérieur. Je ne l'avais pas de l'extérieur et j'ai perçu ça après. Bon, c'est vrai qu'il jouait encore avec nous dans les jeux, il faisait les courses avec nous, mais moi, j'ai vraiment apprécié l'homme et l'entraîneur aussi sur les 6 mois, le fait qu'il m'ait repositionné, qu'il m'ait donné des responsabilités. Voilà, mais franchement, il y avait une bonne ambiance, de la discipline, de la rigueur, mais voilà, le cadre était plutôt ouvert. Et alors, est-ce que lui savait que c'était 6 derniers mois? Ça, je sais pas. Mais moi, en tout cas, j'ai découvert un homme charmant. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que lui, parce que quand il te parle, il se projette sur 6 mois, parce que toi, la durée de ton contrat au départ, c'est 6 mois. Lui ne te parle pas d'après ça. Il se contente de cette période-là au moment où vous échangez. Non, il me parle de l'après un petit peu, quand même. Ok, En fin de saison, il me parle de l'après. Donc qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que je voulais rester ici? Il me questionne quand même, d'accord, ok. là-dessus. Ok. Et Et toi, c'était clair que tu restais? non, Ah ouais, ok, non, moi, c'était pas clair. ok. Après les 6 mois, si tu veux, je devais rentrer à Villarreal au mi-juillet. Et Mhm. en France, on reprend un peu plus tôt. Et donc, c'est Rudy Garcia qui reprend. Ouais, Et quand il reprend, donc Rudy Garcia, il me passe un coup de fil tout de suite. Il me dit bon, ben, qu'est-ce que tu fais? Voilà, moi, je viens d'arriver. J'ai envie ben, que tu signes au club. On a besoin de toi. J'ai vu un peu ce que tu as fait sur les 6 mois. Tu as eu un réel impact. Voilà, j'aimerais que tu nous rejoignes. Mais moi, je me dis, bon, on va voir si on il n'y a peut pas pas mieux avoir qui ça tape à la un porte. peu mieux, tu vois. Et je lui dis, oui, oui, ben on va voir et tout. Et pendant ce temps-là, je fais un prépa à Bordeaux. Mais j'avais une idée en tête, c'est pas de retourner à Villarreal. J'avais pas envie de retourner Ouais, la mi-juillet, faire la reprise avec Villarreal. J'avais vraiment pas envie. Donc je me dis, il faut que je règle mon truc avant la mi-juillet, tu vois. Donc RC m'appelle une fois. Après, mon agent il me dit, oui, il y a des contacts un peu, mais bon, il n'y avait rien de concret. Il fallait que des mecs partent et tout. Et Garcia me rappelle une deuxième fois. Je dis, oui, oui, bon, mais là, je m'interroge, je pars en stage et tout. Oui, je vois et tout, je vous tiens au courant et tout. Et, euh, et donc, moi, je continue à préparer, je continue à préparer. Il me rappelle une troisième fois. Bon, Rio, là, il va falloir que tu décides. Nous, on est sur d'autres profils et tout. Et moi, je dis, ouais, j'essaie toujours de gagner un peu de temps. Et là, un jour, il me rappelle, il me dit bon, ben là, il y a un mec qui est venu, qui va venir passer sa visite médicale. Donc là, je te laisse jusqu'à midi, en gros, prendre une décision. ok. Sinon, on signe le mec. Et sachant que ça bougeait pas trop ailleurs, sachant que je savais aussi où j'avais mis les pieds à Lille et que j'avais vu les Rami arriver, les Debuchy, les Cabaye, tu vois, les Hazard. Ouais, Tu vois, hasard aussi, tu le vois arriver déjà. ouais, tu te dis, c'est vrai que là-bas, tu sais quand même que tu as une bonne équipe quand même, tu vois. Et puis là, il me met quand même un petit coup de pression, mais là, j'ai pas attendu longtemps. Là, je l'ai rappelé, j'ai dit bon. J'ai dit bon, mais c'est bon, j'ai pris la décision, je signe et tout. Mais il a été bon. Il a été très bon parce que Ouais. il me disait des choses. Rudy, il me disait des choses, il me disait oui, on va recruter d'autres joueurs de ton calibre. Voilà, on a un projet, on va gagner des titres. Mais tu vois, il me disait ça à l'époque. Attends, il venait du Mans. Moi, je connaissais l'équipe. Je me disais, ça va, on va gagner des titres. Calme-toi quand même, tu vois, on a une bonne Ouais. équipe. Vous avez fini 6 Mais 7e, c'était déjà une belle remontée déjà. voilà, voilà. Et puis si tu finis, allez, 3-4, c'est déjà bien, tu vois. Ouais. Mais il avait, tu vois, cette vision quoi, du truc. Et au final, les années suivantes lui ont donné raison. Mais vraiment, après, ouais, j'étais content d'avoir rejoint le projet. Alors justement, parce que c'est bien parce que il y a vraiment 6 mois de temps et il y a un gros virage qui est pris par le club. Donc toi, tu es le meilleur témoin pour ça. Tu es arrivé dans un club structuré d'une certaine manière, sous Claude Puel, quand tu reviens dans ce club structuré à l'envie de Rudy Garcia. Est-ce que tu vois, dès ton arrivée, un changement d'atmosphère, un changement d'organisation, un changement notable par rapport à ce que tu avais connu 6 mois plus tôt? Oui, oui. Je le vois plus à travers les recrues. C'est Ok. comme tu as dit, euh, le club était structuré d'une manière. Bon, appeler un chat, il n'y avait pas de gros salaire. Il n'y avait pas Ouais. tu vois, c'était vraiment. Voilà, ils avaient leur manière de bosser qui était très bonne, hein. On a vu les résultats qu'ils ont fait avant. Ouais, faut pas. C'est exceptionnel ce qu'a fait le LOSC en Oui, Champions League, bien sûr. en championnat et tout, des résultats de fou. Et, euh, et là, on sent qu'il y a une nouvelle ère qui tourne parce qu'il y a du recrutement qui se fait. Il y a des mecs comme Demelo qui sont arrivés. Voilà, c'était des joueurs importants qui sortaient de Palerme, je crois, oui. Euh, voilà, on a su conserver des Michel Bastos.
Franchement, tu sentais que le club était en train de grandir, tu vois. Mhm. Petit à petit, mais ça grandissait. Et ça rejoignait le discours que m'avait dit Rudy avant que je signe en me disant, voilà, le club va aller dans cette optique-là, en recrutant des joueurs D'accord. de calibre. Tu as Michael Landreau qui arrive aussi. Ouais. Enfin, tu vois, Important aussi. c'était des signes, ouais, c'était des signes vraiment qui montraient que le club prenait un virage. Et dans l'idée aussi qu'il allait avoir ce nouveau stade. Ouais, si, oui, c'est vrai. Donc le club était obligé aussi de se restructurer pour avoir une équipe compétitive, pour accueillir ben, beaucoup de supporters dans ce nouveau stade. Donc c'est vrai qu'il y a eu un virage très très important pris par ce club-là et c'est vrai que je l'ai bien vu. Ouais. Quand Claude Puel, petit flashback en arrière, quoi, parce que j'en ai besoin pour la suite, mais quand Claude Puel te dit, j'ai envie de te donner des responsabilités, tu es encore un jeune joueur, mais tu as de la bouteille quand même par rapport à beaucoup, notamment par ton expérience à l'étranger. Euh, est-ce qu'il attend de toi que tu guides des joueurs qui arrivent, je pense notamment à Eden Hazard, mais pas que. Est-ce qu'il attend de toi que tu aies un rôle auprès de ces pépites-là, de ces jeunes-là qui arrivent dans le monde pro? Oui, clairement, clairement au-delà du terrain, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui m'a recentré vraiment en sentinelle, il veut que je sois un leader par la parole aussi. Ok, Ouais, un leader par la parole, et parce il m'avait dit, même si tu es jeune, voilà, tu as été capitaine par moment à Bordeaux, tu as été capitaine voilà, chez les jeunes, tu as ton expérience que mes joueurs, en tout cas certains, n'ont pas forcément. Donc j'ai besoin que tu apportes ça aussi à l'équipe, que tu sois rassurant pour l'équipe. Parce ok, qu'on, je dis, on était 17e, là, 16e, 17e. Donc il y avait besoin un peu qu'on emmène voilà, de la sérénité dans l'effectif. Et il m'avait demandé d'avoir ce rôle-là. Donc moi, c'est vrai que je l'ai fait aussi naturellement, mais le fait que quand tu as l'entraîneur qui te donne aussi un peu les clés, ça mhm, valide aussi les choses. Mais après, il ne faut pas faire n'importe quoi. La première des manières pour transmettre un message, il faut être bon. Donc c'est ouais. sûr que si tu n'es pas bon et que tu veux transmettre un message, c'est plus compliqué. Quand tu es joueur, il faut être bon et après, on va peut-être un peu plus tendre l'oreille sur ce que tu dis. Mais c'était mon premier mission d'être bon et après, c'est vrai que ça s'est fait naturellement avec Ouais. le groupe qui était aussi assez jeune. Ouais. Il y a le travail qui est fait de l'arrivée de Rudy Garcia en 2008 jusqu'au titre. J'ai envie d'aborder des choses clés. Parmi les choses clés, tu m'as dit, il y a la revue d'effectifs avec une autre stratégie de recrutement, avec des gros salaires, des joueurs d'une autre envergure. On n'est plus dans de la construction, pas de rafistolage du tout, mais dans une construction plus jeune et avec un certain niveau établi. On est dans aller chercher le panier au-dessus de la Ligue 1. Est-ce que c'est compliqué de gérer cette nouvelle mentalité? C'est-à-dire pour les anciens qui étaient là, que tu as connus 6 mois plus tôt, je pense à Cabaye, il y avait Balmont déjà aussi quand tu Comment arrives. il est arrivé après aussi. Balmont est arrivé. Est-ce que l'arrivée de gros salaires crée des tensions ou pas, ou est-ce qu'au contraire, il y a une telle alchimie que les choses sont naturelles? Non, pas tant que ça. Ouais, je pense que les choses sont naturelles. Plutôt, je pense que s'il y a un truc qui s'est opéré, c'est plus peut-être avec la génération, peut-être Taforo, Tony Silva, tu vois, même peut-être Greg Maliki un peu, avec qui ben, je suis toujours en contact. C'est plus ce côté-là qui c'est Nico Plestan, c'est plus voilà, voilà, cette transition-là qui a été, elle n'a pas été compliquée, mais peut-être parfois mal comprise pour ceux qui Ouais. étaient là depuis longtemps par rapport à ce qu'ils avaient fait aussi et nous arriver. À titre d'exemple, quand Rudy Garcia il arrive, il fait tourner le brassard sur la Ok. préparation. Et puis on est en stage. Et puis d'un coup, un jour, il dit, bon, mais voilà, je vais révéler le nom à l'issue du repas, je révèle le nom de notre capitaine cette année. Donc là, on est à table et puis il lève le paperboard. Et là, donc là, je vois mon oncle, tu vois. Donc voilà, ça applaudit, tout ça, nana, ça dit, ouais, félicitations, nana. Mais moi, ma première réaction, elle a été d'aller voir Grégory Taforo, tu vois. Ok. D'aller voir Grégory Taforo, qui était le capitaine jusqu'à présent. Et lui, voilà, enfin, il a très bien pris. Il m'a dit non, mais tu es pour rien, c'est comme ça, c'est le choix du coach et tout. Mais on sent, enfin, moi, à Hmm. travers ma démarche, qui était logique, mais je sentais quand même qu'il y avait un peu de déception pour lui, parce Ouais, qu'il normal. arrive à jouer moins, en concurrence avec un peu plus jeune. Donc, tu vois, je pense que c'est plus ce côté-là qui a été peut-être compliqué, et notamment pour ceux qui étaient là avant, à vivre, plutôt que pour les Cabaye de Buchy qui étaient plus jeunes et qui voyaient peut-être un projet se dessiner, ou même eux allaient en bénéficier, d'ailleurs, qui en ont Ouais. bénéficié, et qui étaient Mhm. eux justement les garants des valeurs du Nord et du Ouais. centre de formation de Lille. C'est vrai que eux, c'était sur les derbies, surtout, c'était vraiment les garants de ces valeurs-là.
Et eux ont su en tirer profit de peut-être de cet apport-là de vos joueurs. Bon, je te parle d'Eden Hazard parce que, bon, déjà, c'est un monsieur particulier. Je sais que vous êtes très potes. Et je sais que tu l'as beaucoup chapeauté. Et j'ai entendu plein de choses. J'ai pas encore eu la chance de l'avoir, de le recevoir dans l'émission. Je croise les doigts parce que j'aimerais vraiment le recevoir un jour. Mais j'ai à chaque fois essayé de comprendre, par bribes, de personnes qui l'ont côtoyé de près ou de loin, comment il fonctionnait. Parce que j'en ai marre de me contenter des réseaux sociaux ou de la presse, tu vois. Parce que je trouve que souvent, on se trompe. Quand toi, tu le rencontres, est-ce que c'est vrai ce qu'on ressent, enfin ce qui est dit, qu'il y a un manque d'ambition de très haut niveau, qu'il y a un manque d'implication réelle dans le sport de très haut niveau? Toi, par ta longévité dans le sport et dans le très haut niveau, tu sais exactement de quoi je parle. Est-ce que est-ce que c'est vrai cet aspect-là? Est-ce que c'est un état d'esprit, comme on le ressent, un peu pas de lassitude, mais de suffisance par rapport à son talent? Est-ce que tu ressens ça quand tu le rencontres, toi, dans le vestiaire? Non, 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 franchement, pas du tout. Ma première rencontre, j'avais déjeuné donc avec Claude Puel. J'arrive au centre il m'a dit, tu verras, cet après-midi, il y a deux jeunes là de 16 ans qui vont s'entraîner avec nous. Tu Ok. vois, et c'était Eden Hazard et Yanis Salibur. Et tout de suite, au premier entraînement, tu comprends. Tu Mhm. comprends que les deux c'était deux phénomènes. Tu comprends tout de suite ces deux phénomènes. À 16 ans, voilà, c'était tout. Mais tu ressens pas du tout ce que tu as traduit là, tu le ressens pas du tout. Et pour moi, Eden, euh, un jour, il a fait un interview. Tu te rappelles l'Intersport à l'époque? Mhm. En fait, il a fait une interview là, pour moi, qui lui a collé à la peau, je trouve. Il a dit qu'il n'aimait pas s'entraîner. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que ça lui a traîné. C'est pas... Et en fait, en disant ça, ça a ouvert la porte à tout, en fait. Euh, Ne pas aimer s'entraîner, ça veut pas dire que tu t'entraînes pas, tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas Mhm. dire que... C'est juste que lui, il préfère la compétition, il préfère les matchs. Mais ça, c'est comme... C'est le cas de 90% des joueurs. Voilà, exactement. On est tous là pour la compète, pour Bien sûr. l'adrénaline, c'est ça qui te fait vivre. Et c'est vrai. Et c'est vrai que parfois sur des séances, tu peux te dire qu'il peut faire plus. Mais voilà, il n'était pas là à marcher sur les séances, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il Ouais. n'était pas là à rien foutre et à dire, allez, je reste chez le kiné, quand il y a un match, appelez-moi parce que je vais faire la différence. Ça n'a Ouais. jamais été le cas. C'est un amoureux du ballon. C'est un amoureux du ballon, il aime ça et au contraire, plus les séances vont tourner autour du jeu, du ballon, et puis il va être là et puis il va kiffer. Mais je trouve que, ouais, tu as raison, les réseaux, les trucs. Après, je pense que lui, franchement, il n'a pas eu de chance parce il y a eu, il y a eu deux, trois petits événements. Je te dis, cette interview, la fois où je pense qu'il se prend la tête avec le sélectionneur et qu'il il va manger un sandwich là, à l'issue du match. Je sais plus ce qu'il mange, un truc comme ça. C'est juste ces deux trucs pour moi, Ouais. les mecs, voilà, ils ont surfé dessus. Hein. Ils ont Ouais, surfé bah ça. dessus. Mais non, franchement, je trouve que ça a été dur pour lui. Sincèrement, moi, je trouve, et notamment la fin surtout, parce que les gens, voilà, c'est le foot, on oublie vite, on oublie tout vite. Mais les gens, ils ont oublié que c'était à un moment donné, Meilleur joueur c'est- du monde. voilà, à un moment donné, sur des périodes, Pour c'était le meilleur moi, joueur du monde. Mais c'est clair et net, ce qu'il a fait, même sur la Coupe du Monde que nous, on gagne, les Français, ce qu'il fait, c'était exceptionnel. Et Chelsea, je t'en parle même pas, ce qu'il a fait en ouais. première ligue. On parle de Chelsea. Et quand on parle de Chelsea, pour moi, on ne parle pas de United qui a dominé ou d'Arsenal qui a dominé, tu vois. On ne parle Mhm. pas des Invincibles, on ne parle pas de United de Ferguson où ils étaient intouchables. On parle de Chelsea avec tout le respect que j'ai pour Chelsea, qui n'a pas su dominer, même avec Mourinho, ils ont dominé le championnat, mais ils ont eu du mal à être bons en Champions League. Enfin, ce qu'il a fait avec Chelsea, c'était Oui, fou. c'était dans un Chelsea beaucoup moins dominant que le Chelsea de Didier Drogba, par exemple. Ou Voilà, de... Ouais. Non, mais c'est vrai, je suis exactement. d'accord avec toi. Et sans oublier, après, oui, cette fin à Madrid. Malheureusement, il a pas de chance parce que quand un moment où il revient bien, il se fait péter la cheville par Meunier, je crois. C'est Ouais, Meunier qui ouais, le ouais, blesse. c'est Meunier contre le PSG, Et je ouais. me rappelle, c'était un match contre le PSG, oui. En plus, il est commencé à être vraiment bon. Et après, il a eu ses problèmes que c'est vrai qu'Eden ne communique pas beaucoup, mais Non. je pense qu'il y a eu des problèmes. Voilà, il avait une espèce de plaque, enfin voilà, qui l'empêchait quasiment de jouer. Enfin, ça a été plein de problèmes comme ça de santé. Et après, bon, les jeux ont fait des raccourcis sur le poids, sur ceci, sur cela. Ouais, Moi, je trouvais ouais, ça un peu facile, un peu méchant même, mais voilà, ils sont servis de j'aime pas m'entraîner, j'ai mangé un burger à l'issue d'un match, je me suis pris la tête, et ouais. ça a été repris à tout va. Et après, on connaît les réseaux. Hein. C'est un peu le revers de la médaille du Real Madrid. Si Aussi, ouais. ça ne marche pas tout de suite, on n'a pas de patience et on descend la personne. Merci pour la petite aparté. On va pas s'éterniser sur Eden, mais c'est sympa
de me donner un élément pour connaître un peu plus le bonhomme. Un crack, je te dis, c'était un Ouais. crack. Et c'est le mec, Je... écoute, c'est le mec le plus généreux. C'est pas lui, tu peux enlever de ce que tu vois de un Ronaldo ou aujourd'hui un Kylian Mbappé qui veulent stater. Lui, il n'était pas dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est peut-être pour ça, des fois, que les gens ils ont pris ça pour un manque d'ambition. Mais non, c'est un amoureux du ballon. Et je pense que ce joueur qui préfère donner que marquer, quoi, tu vois. Alors dis-moi, du coup, toi, tu as quand même ce rôle-là. Et on parle beaucoup des bêtises de la Dil Rami, on parle beaucoup même des petites bêtises faites par Eden Hazard dans le vestiaire, du chambrage, même de allez, la petite altercation qu'il y a eu avec Beria, etc. Mais tu n'étais jamais très loin. En général, tu n'étais jamais très loin. Et pourtant, tu es capitaine, et pourtant, tu es une figure respectée de ce vestiaire. Est-ce que justement, faut arrêter de penser que le capitaine, il est forcément dur, sérieux tout le temps et la tête à performer. Est-ce que c'est important en tant que capitaine, selon toi, d'avoir ce côté aussi, ce côté déconneur? Bien sûr. Pour moi c'est hyper important. Alors, c'est vrai que moi, j'étais un peu entre les générations. Tu vois, Ouais. il y avait les plus anciens, il y avait les plus jeunes, et j'étais un peu dans l'entre-deux. Donc, et c'est vrai que Après, c'est moi, hein, je ne vais pas m'inventer. C'est vrai que j'aime bien discuter, échanger avec tout le monde. Voilà, hein, c'était mon rôle. Mais après, voilà, être, euh, j'ai su être sérieux quand il faut, mais j'ai su aussi être déconnant quand il fallait déconner avec les mecs. Tu vois, avec Adi, des fois, on partageait la chambre, on rigolait tout le temps à deux. C'était un phénomène, lui, on ne peut pas le rattraper, lui, c'est le phénomène, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut sortir de cette image. Le capitaine, c'est le mec sérieux qui rigole pas, qui bouge pas une oreille. Non, ça n'existe plus. Et crois-moi, mon expérience, pour échanger dans le milieu, il y a des capitaines, c'est des phénomènes. Donc, non, 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 je pense que non, non, faut sortir de ça. Évidemment, moi, je te dis, le critère numéro un, le capitaine doit être un très bon joueur quand même, Ouais. un joueur qui fait l'unanimité dans le groupe, je pense, sur le terrain. Après, il doit le faire aussi sur l'aspect mental quand même. Il faut quand même être bien, essayer d'être bien avec un maximum du groupe, mais non, il peut être déconneur, chambreur. Au contraire, mettre veiller à ce qu'il y ait une bonne ambiance, je pense que c'est important. Bon, revenons au projet Lillois avec Rudy Garcia. Toi, tu es dedans. Moi, je vois de l'extérieur un club qui continue de monter sur ce qu'a fait Claude Puel. Donc, je vois franchir des étapes. Ça se voit au classement. Mais est-ce que toi, qui es de l'intérieur, la saison qui se termine avant celle du titre, donc on est à 2009-2010, Ouais. est-ce que tu sens concrètement que là, c'est bon, vous êtes à la dernière étape avant le titre? Tu le sens ou est-ce que c'est une surprise le titre derrière? Ça reste quand même une surprise. Je préfère être Vous ne honnête. pensez pas, quand tu démarres la saison 2010-2011, tu ne te dis pas que vous Non, allez aller au bout ou que non, vous êtes non. un challenger pour aller au bout? Tu regardes notre première victoire, elle arrive, je crois, au bout de 5 journées, hein. Oui, Au bout de cinq c'est journées, vrai. je pense qu'on va gagner à Lens. On va gagner, mais non, franchement, non. Je vais te dire pourquoi. Il y a un moment, sur les années précédentes même, et peut-être même cette année 2009-2010, et même celle d'avant, à un moment, on mettait des tarifs. Et je te dis à tout le monde, ça mettait des 3-4-0, et on jouait super bien. Ils nous appelaient le Barça du Nord. Tu vois, franchement, on régalait, mais on n'a jamais senti qu'on avait le potentiel pour aller chercher un titre, tu vois. Ouais. Après, l'année 2009-2010, donc l'année celle avant le titre, elle est hyper importante par contre pour l'obtention du titre l'année d'après. C'est que à la dernière journée, on va jouer à Lorient, on est deuxième Mhm. et on perd et on finit quatrième. Donc tu Ouais. imagines pour le club, pour les finances, pour les supporters, pour nous les joueurs, pour ton recrutement, tu faisais la Champions League et tu finis par jouer l'Europa League. Ouais. Donc, et tu vois, après cette journée-là, on perd à Lorient, le soir on rentre. Et ben, on se retrouve tous ensemble. Il y avait le directeur sportif, Frédéric Paquet, le coach Rudy Garcia avec Fred Bompard, son staff, les joueurs. On s'est quand même retrouvés ensemble. Pourtant, il y avait la déception, hein. Mhm. Quand même retrouvés tous ensemble. Et je pense que là, pour moi, c'est le début de ce qui va arriver en fait par la suite, tu vois. Ok. Parce que la déception, on aurait pu exploser, hein. Tu Ouais. finis quatrième, t'aurais pu. Ça peut partir, tu connais un vestiaire, hein. Ouais, c'est la faute de lui, l'autre il a fait ça. Kaba, il s'en voulait parce qu'il avait raté un penalty, mais personne ne lui en voulait. Lui, il s'en voulait, tu vois. Euh, ça aurait pu exploser. Et au final, à ce moment-là, non, on se retrouve. Et je pense que ça assoit encore la bonne ambiance du groupe, tu vois, l'état d'esprit du club. Et je pense que pour moi, ça, dans l'obtention du titre, au-delà de l'aspect terrain, on Ouais. sent que le club monte en puissance,
ce sort-là, cette déception, cette perte de deuxième place, c'est un élément moteur pour l'obtention du titre. Toi, personnellement, dans tout ce processus-là qui s'étend sur 3 ans, tu te sens évoluer personnellement, individuellement, tu te sens évoluer encore ou parce que je trouve que là, dans tout ce que tu me racontes, on te fait venir pour que tu apportes ce que tu sais faire. Parole, performance sur le terrain, chapeauter les jeunes et tout. Mais toi, en contrepartie, est-ce que tu te sens changé? Est-ce que tu sens que tu n'es plus le même mec qui est arrivé en cours d'année en 2007 Ouais, que celui que tu es devenu en 2011? ah oui, je me sens évoluer. Déjà, je prends énormément de plaisir déjà. Ouais. Donc, pour aussi un peu comprendre, parce que des fois, souvent, on m'a souvent demandé pourquoi tu es resté aussi longtemps. C'est que j'ai pris énormément de plaisir Hmm. dans un rôle que je kiffais et avec la confiance du coach et de mes partenaires. Mais je me suis senti évoluer mentalement. Mhm. Mentalement, je me suis senti évoluer dans mon intelligence de jeu. Et je te dis, c'était comme ils disent les jeunes aujourd'hui, j'étais dans mon prime, tu vois. Ouais. J'étais dans mon prime ouais, dans ces années-là où, avec le titre, un peu après le titre, un peu avant aussi, je jouais à un niveau tu vois, je sentais que j'avais beaucoup plus de confiance dans mon jeu, beaucoup plus de maîtrise. Je pouvais donner en fait, je pense que pour l'observateur, beaucoup, je donnais, je pense, le tempo aussi de notre équipe, en fait. C'est-à-dire que Hmm. je pouvais, je rythmais le rythme. Voilà, je donnais le tempo, c'est ça que je veux dire. Voilà. Ouais, ouais. Je donnais le tempo de l'équipe. Et si tu veux, ça, c'est un truc que quand tu es plus jeune, tu vas pas forcément ressentir. Tu vas peut-être tout faire vite, tu vois. Et là, tu t'arrives à. C'est pour ça que je dis, même individuellement, je me sentais grandir, plus mûr. Tu arrivais à sentir quand il fallait accélérer ou quand Ouais. il fallait un petit peu diminuer. Et ça, je pense que Rudy Garcia, pour le coup, lui, il avait capté ça. Ouais. Et moi, je peux le capter, mais ça ne se ressent pas forcément de l'extérieur ou même Hmm. en regardant un match. Alors, il y a des coachs en face qui me l'ont dit après carrière, qui me disaient, ah, c'est toi qui donnais le rythme, c'est toi qui faisais le tempo. Mais là-dessus, je me suis senti vachement évoluer. Et c'est vrai que ça ne va pas se voir forcément à l'œil comme ça, mais c'est individuellement d'avoir ce ressenti-là, d'avoir vas-y, c'est intérieur, de sentir cette force un peu, Hmm. c'est gratifiant. Tu as dit un mot important parce que tu m'as dit, comme disent les jeunes, j'étais à mon prime. Et quand on a commencé cette interview, tu m'as parlé d'aller à Villarreal pour aller taper au Barça et au Real Madrid. Une carrière, c'est plein d'événements. C'est comme la vie. On prévoit des choses et puis ça change. Et puis finalement, on est peut-être plus épanoui en faisant ce qu'on a fait, même si ce n'était pas les plans sur la comète qu'on avait prévu au départ. Mais est-ce que toi, à un moment, tu te dis, euh, je suis à Lille, c'est génial, mais je peux peut-être aller taper plus haut. Est-ce que tu le ressens ça, à un moment? Oui. Peut-être que tu ne serais pas capitaine d'un Chelsea, Mhm. d'un Manchester United, mais que tu serais un joueur important. Est-ce que tu ressens à un moment qu'il y a pas ce regret, parce que c'est fort, mais cette question, ce doute, tu vois? Tu le ressens ou pas? Ouais, je me suis posé des questions plusieurs fois. Mhm. Plusieurs fois, est-ce que c'était le moment de partir ou pas? Ouais. Et, euh, et en fait, à chaque fois, si tu veux, il y avait une chose nouvelle au LOSC qui arrivait et Mhm. qui faisait que je restais, tu vois. Euh, Par exemple, après le titre, bah, tu savais que tu as joué la Champions League, tu vois. Ouais. Donc, tu disais, ouais, putain, jouer la Champions League, voilà, avec une équipe compétitive et tout. Après, tu as le nouveau stade. Ouais. Tu vois. C'est vrai. Tu as le nouveau stade. On avait fini, je crois, troisième. Donc, tu jouais les barrages, tu jouais la Champions League dans le nouveau stade. Bon, après, j'avais l'équipe de France aussi qui est arrivée entre-temps, C'est vrai. qui revient en 2012. Donc, tu te dis, t'as un Deschamps, il te rappelle parce que tu es à Lille, parce que Ouais. tu es performant à Lille. Donc, tu vois, tu te dis, putain, est-ce que tu prends le risque de partir, sachant que tu as envie de faire la Coupe du Monde en 2014? C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, tu es dans un. T'es peut-être dans. Allez, j'ai manqué, mine de rien, en 2006. Bon, j'étais peut-être encore un peu jeune, mais 2006, 2008, 2010, Mm. voilà, 2012. Là, 2014, c'est qu'il y a la perspective qui arrive avec ton retour en 2012 avec le France. Tu te dis, C'est vrai, bon, c'est vrai. tu vois, à chaque fois, j'ai eu un truc qui me disait. Et après, c'est vrai qu'il y a eu Rome, quand Rudy Garcia part là-bas. Ouais. Il y a eu Rome qui ça aurait pu se faire. Ça aurait pu se faire. Et Moi, je te voyais là-bas. là, je te cache pas que là, je pense que si ça aurait pu se faire, je serais parti là. Tu vois, j'aurais pas eu d'hésitation parce que
Mais il y avait Rudy Garcia déjà, Ouais, quelqu'un ouais. que j'avais côtoyé, forcément. Et j'avais eu le directeur sportif. Donc voilà, mais ça s'est joué à peu de choses, hein. Ça s'est joué au départ au nom de Rossi. Mhm, Finalement, il est resté. Mais mhm. c'est sûr que ça allait se faire, quoi. Ça allait se faire et ça s'est pas fait. Mais après, pas de regret, tu vois. Et c'est vrai qu'après la Coupe du Monde 2014, ouais, je m'étais dit pourquoi pas peut-être un truc à l'étranger. Mais après, ça s'est fait comme ça. Puis j'ai signé cette reconversion, cette prolongation à Lille. Après, j'étais parti dans l'idée de rester. D'accord. Ok. Bon, j'ai sauté les étapes parce que la conversation m'y a emmené, mais j'ai une question qui est importante. Le plus dur dans l'obtention de ce titre en 2011 sur la saison, c'était quoi? Est-ce que c'était de répéter les performances chaque semaine? Est-ce que c'était de garder tout ce groupe-là avec les personnalités différentes en tant que capitaine concerné vers un même objectif, malgré les sollicitations? Eden Hazard, on parlait de lui aux quatre coins de l'Europe toute l'année. Gervinho, c'est pareil, on en parlait aux quatre coins de l'Europe. Vous aviez un trio devant qui était incroyable. Vous avez tout un effectif qui était fou. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous, pour toi? Pour moi, en tant que capitaine, ça a été de maintenir en fait cette bonne vibe, ce bon état d'esprit qu'il y avait dans le groupe. Parce que tu avais ceux qui jouaient, mais ça, c'est toujours plus simple à gérer, et tu as ceux qui jouaient moins, tu vois. Et ceux qui jouaient Ouais, moins, en fait, dans ce qu'a fait, bon, forcément, Rudy Garcia, parce qu'il faisait des choix avec son staff. Et, et moi, je veille vraiment à ça, à ce que les mecs, tu sais, qu'il n'y ait pas de frustration. À ce que les mecs, comme tu l'as dit aussi, il y a avoir beaucoup de sollicitations, qui disent pas, bon, ben ça y est, vas-y, je pense à mon intérêt perso, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour en revenir, notamment avec Eden, il y avait des matchs comme ça où je disais, vas-y, t'es pas dedans et tout, mets-toi dedans, tu vois. Et peut-être que des fois, juste d'avoir cet échange-là à l'échauffement avec lui, et lui il disait, non, non, t'inquiète et tout, tu vas voir, je vais gérer et tout, nanana. Et c'est la vérité, il gérait, tu vois, ou il en mettait un, ou il en mettait deux, je te promets. C'était impressionnant. Et, euh, et tu vois, c'était vraiment veiller à ce que tout ça soit. Parce que des fois, oui, peut-être que des fois, Eden, certains n'allaient pas lui dire les choses, mais moi, je pouvais me permettre de lui dire. hmm, Et il le savait, je pense. Donc, voilà, c'était vraiment de veiller à ça. Et à un moment, ta question elle est très bonne, parce qu'à un moment, on va jouer à Monaco. Et on aurait pu croire qu'il y avait un début de crise chez nous, hein. On prend un but, je crois que c'est Djou et Rami, bon, ils ne s'entendent pas forcément bien sur un but, on perd. Et là, je peux dire que dans le couloir, enfin dans le vestiaire, en tout cas, ça a gueulé ah très, très, ouais? très fort. Rudy, il a gueulé très, très, très fort. Et là, tu te dis, bon, là, ça peut partir en live. Et là, en fait, dans la semaine, il faut vraiment faire en sorte que, c'est pas pomper l'up, mais faire en sorte que ça aille bien, que ça parte pas dans tous les sens. Et c'était vraiment ça le plus dur, je trouve. Ouais. Waouh. On n'imagine pas hein, tout ce qu'il y a comme responsabilité, comme rôle en tant que capitaine notamment. Et en tant que coach, ça doit être pareil. Ça doit être Ouais. assez fatigant. Assez fatigant. Gérer des hommes, c'est fatigant. Je dis des hommes, hommes, femmes, hein. Ouais. C'est particulier de gérer des gens. À quel moment, du coup, vu que ça ne vient pas après ce titre, comment dire, et que tu décides de rester, et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, pourquoi est-ce que la carrière, elle ne s'arrête pas à Lille? Ah, pourquoi ça va pas Lille? Parce qu'au final, nous, enfin, moi, hein, je ne vais pas parler pour le monde du foot en général, mais moi, euh, je te vois capitaine du LOSC, je te vois homme du titre, homme très important du titre, le capitaine qui ramène le titre. Je ne te vois pas partir, alors que le moment pour moi où tu peux vraiment partir, où je m'attends même à ce que tu partes, c'est après ce titre-là où je me dis la boucle est bouclée avec lui. Pourquoi est-ce que finalement, toute l'histoire ne se finit pas au LOSC? Parce qu'il y a eu, ben, il y a eu Michel Sédou qui a vendu donc Mhm. le club. Et surtout l'arrivée de Bielsa, qui veut partir dans son nouveau projet avec les jeunes, tu vois. D'accord, donc il t'a Et, quitté. euh, et nous, clairement, on est un peu sortis du projet, hein. On est plusieurs anciens comme ça, être sortis du projet, avec les Niama, les Bacha, Martin, il y avait Julian Palmieri aussi, Botéac, comment il s'appelle? Ouais, Junior Talo, il y avait Eder. Enfin, Ouais. voilà, on avait une belle équipe sur le côté. Mais, euh, mais voilà, c'était un choix politique du club. Marcelo Bielsa, il arrive avec ses idées, il voulait ses jeunes, il voulait ses recrues. Et nous, on a été écartés par le club, hein. Mais là, je ne te cache pas que sincèrement, à ce moment-là, tu te dis, waouh, tu vois, après autant d'années, après autant de trucs, tu as donné quand même beaucoup pour le club. Ouais. Dur quand même, tu vois. C'est pas qu'on est, si, clairement, on est tous dans des degrés différents quand même d'aller dans ce loft, tu vois. Mais moi, je me suis dit, putain, quand même, hein.
Ouais, c'est le monde du foot, hein, c'est comme ça, Ouais, bien sûr. faut pas, on va pas faire les pleureuses, mais quand même, ça fait mal, tu vois. Tu te dis, waouh. Et il y a un aspect aussi, des fois, on dit oui, les joueurs, nana, mais à ce moment-là, j'ai pas vu non plus les supporters dire ah, Rio, putain, notre capitaine, enfin Rio, ils ont pu dire Enyama aussi, qu'ils ont adoré, ou peut-être d'autres, Bembacha, qui était depuis très longtemps, je te parle vraiment des plus anciens. Hmm. Ouais, c'est pas normal ce qui se passe au club. J'ai rien vu du tout, hein. Ouais. Rien vu du tout. Et par contre, quand tu fais ton métier de consultant et que je crois que c'était sur un PSG LOSC où Messi met un but alors que tu n'as pas vu du match, enfin bref, un 4-3. Moi, j'étais un peu sur le truc. Ah, là, par contre, les mecs, ils disent, ouais, t'as oublié d'où tu viens alors que je suis juste dans mon rôle de consultant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Je suis dans mon sûr. rôle de consultant et tu vis le moment. Et voilà, j'essaie de rester impartial, même si forcément, on sait que j'ai des clubs qui me tiennent plus à cœur. Mais tu vois, c'est pour te dire que des fois aussi, les supporters, Ouais. ils ont un rôle. Ils savent te dire, te reprocher des petits trucs comme ça, mais par contre, là, à ce moment-là où toi, tu t'es quand même un peu blessé, tu dis, putain, t'as donné quand même 9 ans dans ce club, 9 ans et demi, quasiment 10 saisons, et il y a ça, Hmm. Hmm. tu dis, les supporters, bon, là, tu les entends plus, rien, puis tu dis, bon, écoute, c'est comme ça, hein. Mais ça n'empêche en rien que moi, l'échange que j'ai avec enfin, voilà, les gens du Nord, les supporters du Nord, mais voilà, tu te dis, bon, des fois on reproche des choses aux joueurs, les supporters reprochent des choses aux joueurs, mais voilà, il faut que tout le monde soit bon là-dessus. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait bizarre de quitter le LOSC, ouais. De pas savoir, en fait, de pas savoir que ça allait être mon dernier match au LOSC, c'est ça qui m'a fait mal, tu vois. Ouais, je Et comprends. espérer avoir une meilleure sortie, pouvoir dire au revoir aux gens, Hmm. je pense comme Hmm. je le méritais. J'ai été pris par l'émotion, j'ai oublié deux points que je voulais savoir. Le premier point, c'est est-ce que l'après-titre, tu m'as parlé de la saison du titre qui était compliquée pour un capitaine. L'après-titre, c'est compliqué. Repartir après un pic d'émotion aussi fort. Après que bah, justement, on est pour beaucoup la sensation que la boucle est bouclée et que chacun veut soit tourner la page et passer à autre chose, soit même rester mais se remotiver, se remettre dans quelque chose. Est-ce que c'est difficile pour un capitaine à ce moment-là de fédérer? Franchement, non. Après, je te dis non parce que les problèmes avaient changé un petit peu quand même. Ouais. Parce qu'il y avait la Ligue des Champions, tu vois. Les problèmes ont changé parce que c'est que, mine de rien, tu priorises quand même la Ligue des Champions des fois sur le Ouais, championnat. bien sûr. Faut dire ce qui est. À l'inverse de l'Europa League, c'est une mentalité bizarre où des fois, les coachs vont faire tourner. Mais là, quand c'est la Champions, eh ben, tu fais pas tourner, tu fais tourner au Non. championnat. Enfin, c'est spécial alors que ça reste quand même une Coupe d'Europe. Mais, mais en fait, le seul truc qui changeait, c'est que tu étais attendu encore plus que. Hmm. T'as attendu encore plus que d'habitude. Et là, les équipes, elles restaient vraiment derrière. Plus personne jouait, quoi, quasiment contre toi. À part dans les Ouais. gros matchs, toutes les équipes, elles restaient derrière. Et là, ça a été un peu plus compliqué. Pas pour moi de gérer, mais plus pour nous de gérer les matchs. Mais mine de rien, on joue quasiment le titre jusqu'à la 37e journée où on Ouais, perd ouais. à Montpellier. D'ailleurs, ben, c'est eux qui font champion derrière. On perd à Montpellier dans les arrêts de jeu. Aït Fana, je me rappelle, Giroud, Aït Fana. Et, mais sinon, on fait quand même une saison honorable. On finit troisième, je crois. Ouais. On finit Vous êtes troisième et troisième, je crois, 5 points derrière le PSG, 8 derrière Montpellier, je crois. ouais, ouais, c'est ça. À la toute fin, parce que vous êtes décroché à la fin. Mais Ouais, 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 vous battez pour le titre jusqu'à très tard. Et ouais, on voit que le projet, il est encore très solide à ce moment. ouais, ouais, ouais. Donc non, il n'y a pas eu de, il y a pas eu, ça n'a pas été très compliqué à gérer, franchement, parce qu'on avait une équipe performante, tu vois. Ouais, C'est plutôt, ce qui a été plus compliqué, c'est dans les années où ça a été plus compliqué, vers 2015, 2016, tu vois, où tu sens vraiment que là, le projet, on commence à retomber dans l'autre sens, par contre, tu vois. hmm, Tu commences à hmm, avoir moins de joueurs d'expérience, beaucoup plus de jeunes joueurs où les clubs, ils ont commencé un peu à virer sur on veut revendre les jeunes joueurs, quoi, ouais, tu vois. ouais. Un peu de C'est trading. le projet. Et là, ça a été un peu plus compliqué, ouais. D'accord. La Ligue des Champions, après le titre, elle est compliquée. Vous êtes dans le groupe de l'Inter, du CSK et de Trabzonspor. Et quand là, et encore plus après l'échange que je viens d'avoir là, ça fait plus d'une heure que je te tiens, 1 heure et demie que je te tiens, on a, j'ai encore la conviction que ce groupe, il est fort. Il est vraiment fort. Même après le titre, il est fort. Pourquoi ça se passe comme ça en Champions? C'est quoi? C'est l'apprentissage du très très haut niveau? C'est quoi? C'est le détail. Le détail, tu vois, rester concentré 90 minutes, ce qui passait en championnat, sur 90 minutes, je Champions League, ça passait pas. Et le tournant, c'est notre premier match. Tu gagnes 2-0 à la maison et tu te fais égaliser 2-2.
Tu vois, et là enfin, voilà, la Champions League, il faut l'aborder, le premier match, notamment à la maison, face à l'équipe en plus qui est un peu de ton niveau, parce que l'Inter était censé être favorite. Là, il faut taper. On fait pas ce qu'il faut. Et même, on a la chance, malgré tout ça, d'avoir le dernier match à la maison où il faut gagner, contre Trabzon. Trabzon, ils pensaient qu'un nul, ça suffisait. Finalement, les deux équipes, on s'est fait. Bon, nous, on n'a pas pu marquer, mais les deux équipes sont fait éliminer. Mais pour moi, ça se joue au détail, tu vois, l'expérience de la Champions qu'on n'avait pas forcément. Et mine de rien, Moscou, ben, eux, ils connaissent. Ils Ouais. connaissent, hein, ils ont joué plus que nous. Bon, l'Inter, je t'en parle même pas. Je t'en parle même pas parce que j'ai fait la découverte de Thiago Silva et j'étais tellement content qu'ils soient revenus en Ligue 1 après pour régler les comptes. Parce que lui, bon, c'était un phénomène, enfin bref. Et l'Inter, bon, ils avaient l'expérience, hein, ça c'était sûr, mais on a vraiment pour moi, on rate le coche sur ce premier match de poule où tu gagnes 2-0 et que tu dois plier le match. Tu dois plier Ouais. le match, être capable de vraiment casser le rythme. Et cela, on n'a pas su faire et tu fais 2-2 et après tu traînes ces 2 points qui t'ont pénalisé. L'équipe de France, c'est important pour moi parce qu'on l'a dit en tout début d'interview, on a parlé de ton histoire et elle est particulière. Il y a un lien à la France que je sens, même là dans ton récit. Euh, Tu n'en doutes pas une seule seconde. On a l'impression, après tu me diras hein, si je me trompe, mais que tu es français, que tu te sens français, sans renier le fait qu'il y ait autre chose, il y ait d'autres racines, d'autres origines chez toi. Mais je te sens français. Tu me parles d'être bordelais, tu me parles de tout ça. Beaucoup mettent beaucoup plus de nuances dans leur récit, leur histoire. Pour toi, la question de la nationalité sportive, je dis bien sportive, elle s'est jamais posée. C'est posé au départ. Au D'accord. départ, quand je suis encore avec la réserve à Bordeaux, je suis appelé par l'équipe Espoir de la RDC, Mhm. Zahir, et je réponds présent. On va faire un stage à Marseille. Ouais. On fait un stage à Marseille. D'ailleurs, on joue contre la réserve de l'OM, je me rappelle. Il y avait Carasso dans les buts. On joue contre la réserve de l'OM. Et c'est mon premier rassemblement en fait, avec l'équipe nationale. Enfin, avec une équipe nationale. Et c'était d'ailleurs en janvier, il me semble. Ouais, en janvier, décembre ou janvier, décembre 2003 ou janvier 2004, tu vois. Et donc, je fais ce premier rassemblement. Et donc, ça se passe très bien. Et c'est vrai que là, dans ma tête, tu te dis, bon, tu sais pas trop, mais au final, tu dis, vu qu'il n'y a que eux qui m'ont appelé, puisque j'avais pas encore mes papiers français, etc., Ouais, bien sûr. tu te dis, ben, en fait, la question ne se pose même pas. Sauf qu'en avril, donc je commence après en Ligue 1 en janvier, tu vois. Donc, je crois que c'était en décembre et en janvier, enfin, au début janvier, bon, bref, je commence en janvier. Et sauf qu'en avril, j'ai appelé l'équipe de France Espoir. Et là, ouf, là, tu dis, bon, là, l'histoire a commencé à être bizarre un peu, tu vois. Mhm. Histoire du Congo, ton père a joué avec le Zaïre, Coupe du Monde 74, tous les Congolais, les oncles et tout, qui te disent, ah ouais, c'est bien et tout. Après, tu as l'équipe de France qui t'appelle. Et puis Domenech, en plus, c'était Domenech à l'époque, et à ce moment-là, il me dit, ben, sans savoir qui peut reprendre l'équipe de France A ou qui va reprendre l'équipe de France A, il me dit, puis voilà, pour moi, je pense que tu as des perspectives, même pour aller à l'équipe de France A un jour, tu vois. Et c'est vrai que ces phrases-là, bon, tu réfléchis quand même, tu vois, ça reste l'équipe de France. Ouais, Je dis, wow, bon, ouais, je sais pas trop. Puis il s'avère c'est en avril, ça, et en août, c'est lui qui reprend l'équipe de France ouais, après l'Euro 2004, tu vois. C'est lui qui reprend l'équipe de France. Et il m'appelle direct. Et donc là, comme c'était des matchs qui n'étaient pas officiels, je peux quand même y aller sans la naturalisation, tu vois. Et j'y vais. Et en fait, tu vis quand même, voilà, t'en prends quand même plein la gueule. Puis en fait, le choix, il s'est fait après comme ça, naturellement, quoi. Tu dis, t'as ouais, bloqué A, bon, mais voilà, c'est bon, tu y vas, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas eu un gros débat, mais je me suis posé la question quand même quand j'étais appelé en équipe de France Sport. Après le Congo, là, tu te dis, bon, à un moment donné, il va ouais, falloir choisir. ouais. Je comprends. Je comprends. Petite, petite réaction par rapport à ton aventure, ton histoire avec Raymond Domenech. Toi, tu fais partie de ceux qui ont une expérience très différente entre le Raymond Domenech des Espoirs et le Raymond Domenech des A. Ça a été différent, la relation, la gestion des émotions, c'est différent. En fait, moi, j'ai connu en espoir, je n'ai pas non plus connu très longtemps, mais j'ai fait une ou deux sélections. Et après, on a fait le tournoi de Toulon. C'est là où je l'ai le plus découvert. Au tournoi de Toulon, on faisait des retours de match où on Ouais, devait individuellement dire ce qu'on avait fait de bien, de moins bien, etc.
Donc voilà, on a fait du théâtre pendant cette semaine-là. On fait pas mal de choses de cohésion qui passent bien quand tu as 18-19 ans, tu vois. Ouais. Sauf qu'après, la première section A, moi je le connaissais un petit peu, on jouait à Rennes contre la Bosnie. Donc il y avait les Barthez, tout ça, tu sais, qui étaient là, les anciens, Pires et tout. Et là, à la fin du match, eux qui avaient l'habitude de. Même sur la semaine déjà, tu sentais que la tension est montée. Les mecs s'entraient sans protège. Là, lui, il a dit bah, non, moi, il faut les protèges tibias pour tout le monde. Je sais pas, avec vos clubs Eagle. Alors qu'eux, ils avaient l'habitude de s'entraîner sans protège, tu vois, les mecs de l'équipe de France. Donc là, tu sentais qu'il y avait quand même des petites tensions qui arrivaient tout doucement. Et là, à la fin du match, donc, donc à Rennes, et là, Mhm. il fait pareil, il veut faire le débrief pareil sur tous les joueurs individuellement. Sauf que Ah, les mecs, compliqué. après les matchs, ils prennent des avions, ils retournent dans leur club, ils étaient tous plus au club européen. Et là, ça commence à partir. Et Fabien, direct, il dit non, moi, je ne suis pas de retour. Donc on passe, je sais plus, c'était l'arrière droit, bon, bref, on commence, tac, tac. Puis à un moment, ça commence à arriver jusqu'à moi. Et là, t'es plus en espoir là, avec tes copains, là, t'es avec les grands, tu vois. Et moi, je me dis, qu'est-ce que je vais dire? Et là, au moment que ça arrive vers moi, je crois, et là, tu as Fabien qui dit, ouais, c'est bon, allez, on arrête tout ça. C'est bon, tu sais. Et puis finalement, le truc Ok. s'arrête. Puis chacun dans son histoire. Mais tu sens que ça correspondait pas forcément à ce qu'avaient l'habitude les mecs de faire en équipe de France A, quoi, tu vois. Et Ouais. là, tu sentais qu'il y avait un peu de tension. Et après, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, ça s'est un peu rééquilibré et tout le monde a réussi plus ou moins à trouver sa place. Mais ce que faisait Domenech avec les espoirs, c'était trop compliqué de le faire avec les A, avec des joueurs qui jouent dans les Ouais. premiers clubs et qui ont les plus grands entraîneurs du monde, quoi. C'était juste Ouais. impossible. C'est le choc de deux mondes, quoi. Ouais. Choc de deux mondes, d'accord. Bon, alors, j'ai voulu parler vraiment de cette équipe de France avec toi parce que je sais que l'hommage à ton papa est important. Tu l'as encore rappelé en début d'interview. Et Mais sincèrement, c'est plus à ce moment-là, par exemple, au moment de la liste et tout, tu dis, putain, tu vas aller faire la Coupe du Monde au Brésil 40 ans après la Coupe du Monde que ton père il a fait en Allemagne. Bien sûr que ça te fait quelque chose, ça te prend quand même, tu vois. Tu dis, c'est beau, pour moi, c'est, voilà, encore une fois, une manière de lui rendre hommage. Et, euh, et je pense que le moment où j'étais le plus pris d'émotion et par rapport à ça, c'est sur ma seule entrée d'ailleurs sur cette Coupe du Monde, sur le premier match face au Honduras. Alors, je ne sais pas si Deschamps était au courant ou pas au courant. C'était euh, c'était la fête des pères en plus. C'était mon seul ouais. match. Et je rentre. Et là, forcément, après le match, ça a été compliqué. Même quand je rentre, ben, j'y pense un petit peu. Après, bon, tu te refiles vite dans le match. Mais après l'après-match, là, ouais, c'était lourd en émotion quand même. C'est lourd Hmm. en émotion. Et même là, ouais, quand tu m'en parles, ça me fait toujours quelque chose parce que voilà, je me dis que c'est fou, tu vois. La vie, elle est folle, tu vois. Ouais, Je, c'est je me vrai. dis, c'est incroyable que je puisse vivre ça. Certes, j'ai pas vécu ce que beaucoup de gens vivent en ayant les parents à côté, et j'aurais préféré que ce soit là pour voir tout ça. Je me dis, mais je me dis quand même, à travers l'histoire, voilà, de là-haut, il doit voir tout ça, il doit être aussi fier, tu vois. Hmm. Mais ouais, dur de mettre des mots dessus, mais voilà, beaucoup d'émotions. C'est peut-être un des meilleurs trucs que j'ai fait pour moi de ma vie. Voilà, pourtant, j'ai joué qu'un match, mais voilà, de faire cette Coupe du Monde-là, c'est peut-être la chose la plus belle. Et comme tu dis, est-ce que c'est le destin, c'est l'histoire? Je sais pas, mais en tout cas, c'est très fort pour moi et pour ma famille. D'accord. Plus côté sportif, c'est différent. Ce côté sportif, il y a, et je vais rebondir sur une réaction que tu as eue après ce match-là, mais euh, il y a ce résultat hyper frustrant contre l'Allemagne parce que je me suis refait, juste avant que tu appelles, je me suis refait le résumé de ce match-là. Et tu sais quoi? J'avais tellement pas revu ce match que dans ma tête, c'est presque un but contre son camp de Varane. Alors que pas du tout. Juste, il Oui, est mangé, mais on a tellement fait un truc sur Varane s'est oui, fait manger qu'on a oui. l'impression qu'il a fait une boulette. Alors que finalement, celui qui le mange, entre guillemets, c'est un mastodonte du football et c'est Mathieu Mels. Donc, bref. Je trouve qu'on a un petit peu, on s'est un peu acharné sur lui alors que finalement, il est juste battu sur un duel. C'est comme ça. Comment vous le vivez de l'intérieur? Est-ce qu'il y a une grosse frustration? Parce que moi, je t'avoue que je la ressens quand je revois ce match-là et je vois les opportunités et le mur en face qui est Neuer et on se dit qu'on aurait pu frapper 1000 ans, on n'aurait jamais marqué. Vous le vivez comment sur le moment? Très dur. Très dur. Je me rappelle le retour au vestiaire. Rien, pas de bruit.
c'est calme. Franchement, moi, je suis, en individuel, je crois que je me suis enfermé dans les toilettes. Pourtant, j'ai pas joué. Pourtant, tu vois ce que je veux dire? Tout Ouais, ce côté-là, tu t'oublies. C'est juste une aventure humaine qui s'arrête. Un rêve qui s'arrête parce que tu es en quart de finale. Hein, t'es pas loin. Tu plus qu'à 2 matchs de la finale. Moi, j'étais pas bien. Hein, j'étais dans les toilettes. Je suis consolé. Je voyais le petit Mathieu qui pleurait. Mathieu Valbuena. Franchement, c'était horrible. Cette ouais, sensation était horrible. Je sais pas, t'as l'impression qu'on t'enlève quelque chose, tu vois, on te brille une aventure qui s'arrête. Non, l'ascension était je pense que c'est une des pires sensations que j'ai eues de ma vie de joueur de foot, ouais, parce que j'ai connu des défaites et tout, hein. Mais non, l'ascension était horrible. Horrible parce que tu sais, au départ de l'aventure, tu te rends pas compte. Et surtout qu'à l'époque, ça parlait du désamour de l'équipe de France, blablabla. Mais en fait, c'était faux parce que les gens, ils adoraient leur équipe et on l'a vu, nous. Et en fait, tu ne te rendais pas compte de l'engouement qu'ils prenaient en France, tu vois. hmm, Tu vois, on commence à voir les images sur les portables, dans chaque ville. Tu vois, l'engouement qu'il y a eu, notamment après la Suisse qui avait fait un match, vraiment, c'est un match qui avait lancé un peu les espoirs. Après, tu bats le Nigeria en huitième, tu arrives sur ce quart-là. D'ailleurs, tu as évité un France-Algérie. Je pense que hmm, celui-là, il était quand même un peu chaud. En quart de finale, l'Algérie avait failli être en prolongation hein, face ouais, à l'Allemagne. Et là, en fait, tout s'arrête, tu vois. Tout. Allez, c'est fini, tu rentres à la maison. Donc là, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. C'est bizarre. Et par contre, paradoxalement, le soir à l'hôtel, une fois que ça avait été digéré, eh ben, on a retrouvé ce bon côté, tu vois, du groupe hmm, qui avait bien vécu cette aventure. Et c'est pour ça que moi, je reste persuadé, et je pense que les mecs, ils le disent, hein, de 2018, que le début, cette Coupe du Monde 2014, c'est vraiment les prémices de ce qui se passe par la suite, tu sais, de l'Euro 2016. De... Parce il y a eu une ambiance, et ça, il faut rendre le crédit à Deschamps, hein, dans la composition de ces groupes aussi. Il y a une ambiance qui s'est créée, qui a été énorme, qui a été énorme. Les barrières, elles sont tombées, on a tout de suite créé un truc fort entre nous. Et derrière, les mecs, ils ont su faire perdurer ça sur l'Euro 2016. Bon, la Coupe du Monde 2018, je t'en parle même pas. Et c'est un truc qui dure. C'est un truc qui dure. Et je pense que pour moi, tant que tu as ces mecs qui étaient là en 2014, ça, ils vont maintenir ce noyau. Même si l'ambiance a dû changer, parce qu'aujourd'hui, ben, il y a des très jeunes joueurs qui arrivent ouais. encore plus. Mais parce que nous, à l'époque, les jeunes, c'était Varane, c'était Pogba, c'était eux Et Griezmann? ouais, Griezmann, c'était eux les minots qui arrivaient. Donc, je pense que il faut que ça perdure. Ils ont su le faire. Ouais, c'est vrai. Bon, Rio, je te remercie. Ah, Franchement, j'ai passé un moment incroyable. C'était passionnant, c'était émouvant, c'était captivant. J'ai tout vécu grâce à toi, donc merci. Merci ouais, pour merci. la transparence, parce que franchement, et encore plus avec ton histoire. Parce que cette émission, sans votre transparence, sans votre confiance, ça vaut pas grand-chose. Donc merci, vraiment, merci beaucoup. Et puis j'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un très bon moment, sincèrement. Merci à toi d'être toi, de faire tes interviews, même si on a pris du temps, mais au moins on l'a trouvé, on a fait au bon moment. Ouais, Et non, c'est top ce que tu fais, en tout cas. Et bonne merci. chance, bonne continuation. Et en espérant que tu réussisses à avoir Eden Hazard un jour. Mais j'ai kiffé le moment avec toi. Franchement, merci. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Les autres, comme d'habitude, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie de suivre le projet Call Interview. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec d'autres invités, d'autres anecdotes de fou, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.